Eh bien, bonsoir à tous. Et puis merci d'avoir répondu une nouvelle fois à l'invitation de l'Espace ADA pour cette table ronde qui est tournée vers notre avenir commun. Nous sommes actuellement 7,8 milliards d'êtres humains sur Terre, soit 6 milliards de plus qu'il y a 100 ans, 6 milliards de plus. En 2050, on devrait approcher les 10 milliards d'habitants, sachant que déjà aujourd'hui, tout le monde ne mange pas à sa faim. Comment est-ce qu'on va faire avec 2 milliards d'êtres humains en plus? C'est un vrai défi, d'autant plus urgent que nous perdons du terrain dans notre combat contre le dérèglement climatique, d'autant plus délicat que la santé de notre environnement est fragile et que cela a un impact sur notre propre santé, et d'autant plus angoissant qu'une situation internationale dégradée peut vite être lourde de conséquences sur l'agriculture, comme on peut le constater actuellement. Mais les défis, ils sont faits pour être relevés, et nos intervenants ont des pistes. Comment nourrir la terre tout en contribuant à la lutte contre le dérèglement climatique et tout en cultivant la biodiversité, parce que tout est lié? C'est à cette triple question que vous allez répondre ce soir, Myriam Fournier, Yves Leroux et Dominique Potier. Donc on va commencer par quelques présentations, par de brèves présentations. Bonsoir Myriam Fournier. Donc, vous êtes présidente, Myriam Fournier, du centre INRAE Nancy Grand Est. C'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Vous êtes enseignante chercheuse, vous l'avez toujours été, je crois, chargée du thème forêt. Vous êtes physicienne et vous êtes également toujours intéressée à l'arbre, je le dis parce que vous allez y revenir ce soir, ça a son importance. Bonsoir Yves Leroux. Donc vous êtes professeur des universités à l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, l'ENSAIA, spécialiste des micropolluants et résidus dans la chaîne alimentaire. Et vous nous parlerez ce soir de la lutte contre le dérèglement climatique en vous appuyant, me semble-t-il, sur les différents scénarios envisagés par l'Agence de la transition écologique pour 2050. Et enfin, bonsoir Dominique Potier. Député de Meurthe-et-Moselle, élu dans la 5e circonscription. Vous êtes un enfant du Toulois, issu d'une famille de paysannes sur plusieurs générations. Vous avez suivi des études agricoles, puis des études de géographie. Vous avez créé le GAEC du Sillon dans le village de Les-Saint-Rémy, converti au bio, c'était en 1992. Vous êtes très impliqué sur les questions de production et d'alimentation durable. Vous avez notamment, c'est juste un exemple, coprésidé un des ateliers des États généraux de l'alimentation. C'était en 2017. Donc dans un instant, tous les trois, vous allez nous proposer des pistes qui vont ensuite alimenter nos échanges ici avec vous, mais également, je les salue parce qu'ils nous regardent, je crois, en vidéo, avec le public de Jarny, puisque cette soirée est enregistrée, diffusée en direct sur la page Facebook du domaine de l'année. Il sera d'ailleurs disponible ensuite si vous souhaitez la revoir ou la partager autour de vous. Donc Dominique Potier, c'est vous qui allez commencer. Je vais essayer de contrôler le temps, on a un timing, tous les trois vous avez à peu près 1 heure. Donc vous allez commencer par une intervention au pupitre de 25 minutes. Vous allez nous dire si nous pourrons nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050. Merci Nicolas et bonsoir à tous. Merci à Myriam et à Yves d'avoir accepté de faire équipe pour ce défi que vous avez proposé ADA pour ce soir, réfléchir aux questions agricoles et alimentaires. Moi, je suis très heureux d'être là. Vous avez bien conscience, on a tous conscience, Nicolas l'a un peu esquissé, qu'on est dans un moment singulier. On a tous en tête la tragédie ukrainienne, on a tous en tête l'héroïsme de ceux qui luttent aujourd'hui. On a au cœur également ceux qui résistent et qui se lèvent en Russie. Et puis nous avons une immense espérance qui nous anime, c'est celle d'une Europe qui devienne enfin une puissance. Et je ne doute pas une seconde que la candidature du président de la République qui est tombé ou qui va tomber dans les minutes qui viennent sur les sites de la presse régionale ou qui seront dans la PQR demain matin, évoquera, comme pour quasiment l'ensemble des candidats à la présidentielle, des enjeux de souveraineté énergétique, de souveraineté politique et de souveraineté alimentaire. Eh bien, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Que signifie, à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, face à cette multiplication des crises, celle d'une pandémie qui a secoué, qui ne va peut-être pas complètement terminer, mais on a des signes positifs ces derniers jours. Et puis cette crise, cette tragédie géopolitique qui naît aux frontières de l'Europe, aux frontières de notre maison commune européenne. Eh bien, dans ce moment-là,
Nous avons une extrême conscience de ce qu'est notre interdépendance, avant de parler de souveraineté, et nous avons une extrême conscience de ce qu'est notre fragilité, celle de ce qu'est la personne humaine, méprisée par toute forme de totalitarisme, par les risques d'un transhumanisme, de quelque chose qui dépasse les valeurs de la démocratie et les valeurs qui nous réunissent ici ce soir, également terrifiée par quelque chose qui pourra apparaître en sourdine, et ça serait une tragédie, c'est le rapport du GIEC qui a été publié lundi. Il n'est pas à contretemps, parce que sur le temps long, c'est certainement la tragédie la plus importante qui est annoncée. Et ce rapport du GIEC, c'est une collection des tragédies humaines, dont certaines, et c'est terrible, nous disent les scientifiques du GIEC, sont irréversibles. Et c'est un catalogue de tout ce qui fait les calamités et les désastres de l'humanité. Donc nous sommes dans ce moment qu'on pourrait qualifier de kairos, ce moment d'une crise et d'une mutation, d'une prise de conscience. Et qu'est-ce que nous avons à faire comme citoyens, comme élus, comme responsables, tous responsables? Nous avons à gagner en conscience, nous avons à nous éduquer les uns les autres par le débat démocratique et par un rapport à la science. Moi, je crois profondément que si cette soirée a un sens, ce n'est pas d'alimenter une énième controverse, c'est au contraire de poser sur la base des rapports scientifiques, ceux des think tanks, ceux des grandes organisations nationales, européennes, internationales, de poser un diagnostic, de poser des voies et d'envisager les solutions politiques qui permettront de les atteindre, car une certitude ce soir, quelles que soient nos sensibilités, ce ne sont ni les lois du marché, ni la loi du plus fort, ni les petits pas qui seront des solutions au vertige que nous allons parcourir aujourd'hui. Alors avec comme fil conducteur la dignité humaine et la protection de notre maison commune, nous avons baptisé cette conférence « Nourrir la Terre ». Je remercie Marc Gilland qui a repris notre proposition, qui nous accueille aujourd'hui. Nourrir la Terre. Et dans Nourrir la Terre, il y avait évidemment ce jeu de mots, c'est nourrir la Terre comme humanité, comme ensemble, mais c'est également nourrir la Terre comme sol. Et s'il y a un lien qui est puissant entre la dignité de l'homme et puis notre maison commune, c'est bien la nourriture. C'est bien ce vecteur qui nous relie à la nature par la nourriture. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors nous allons le faire avec une immense conscience, c'est que nous sommes appelés à nous engager, à l'issue de cette conférence, à continuer nos engagements, peut-être à les enrichir par le débat, par les collections de savoir que nous allons partager. Nous allons le faire pendant une petite heure d'exposé et puis une bonne heure de débat. Moi, je vais le faire pour ma part, à la fois, Nicolas l'a un peu dit, dans un parcours qui était celui d'un paysan et d'un fils, petit-fils de paysan, pendant un quart de siècle dans l'exercice du métier, d'un mandat qui a été d'abord un mandat d'élu local, puis de député de la nation. Je vais le faire avec les responsabilités qui ont été les miennes au sein du territoire, encore aujourd'hui, et qui sont celles des combats que je porte à l'Assemblée nationale, au nom en tout cas des habitants de la 5e circonscription, au nom de la nation. Je voudrais simplement, si j'y arrive, parce que je ne suis pas doué avec ces choses-là, évoquer, ça marche pas, oui, ça marche. Évoquer simplement les sources des documents que je vais évoquer rapidement. Pour ma part, j'ai 20 minutes, on aura un quart d'heure, et puis on ouvrira la discussion. On va essayer ce soir, on s'est mis d'accord avec Myriam et avec Yves, pour faire une approche en entonnoir. On fait le pari, en effet, qu'il n'y a pas de solution locale aujourd'hui, face à la fragilité commune, à l'interdépendance que j'ai décrite, qui ne passe par une vision de la planète et une vision prospective. Et c'est donc ce que nous allons faire sur la base des savoirs accumulés. Pour ma part, je sais que vous travaillerez sur l'ADEME, sur d'autres rapports. Pour ma part, j'ai simplement voulu citer mes sources. Et puis, si Marc en est d'accord, on les remettra sur le site de l'ADA dès demain, l'ensemble des liens. Et vous pourrez, autant que vous le souhaiterez, pouvoir approfondir les sources qu'on va trop rapidement évoquer ce soir. Le premier rapport qu'on va évoquer, c'est le rapport Agrimonde, qui est à l'échelle planétaire et qui pose la question: pouvons-nous nourrir 10 milliards d'habitants en 2050 dans une génération? L'INRA et le CIRAD en a tiré des conclusions en matière de partage des sols, et c'est la question que je développerai tout à l'heure. Le deuxième rapport est un zoom, on est en entonnoir, on va descendre sur l'Union européenne, et c'est le rapport TIFA, donc c'est la décennie pour la ferme et l'agriculture, et c'est un rapport de l'IDRI, qui est un institut de recherche rattaché notamment à Sciences Po, qui a produit cette étude avec une hypothèse: est-ce que l'agroécologie peut nourrir les 530 millions d'Européens en 2050? Ensuite, nous descendrons sur des travaux plus locaux. Je pense notamment à ceux des États généraux de l'alimentation, qui ont été un grand moment. Il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a eu les États généraux de l'alimentation en 2017, au début de la présidence d'Emmanuel Macron. J'en étais un des acteurs importants. Et je vous redirai les conclusions à l'échelle d'une nation qui s'interroge sur son devenir, de son agriculture,
focus sur les États généraux de l'alimentation. Et enfin, j'ai évoqué, parce que j'y ferai peut-être référence, 3 documents auxquels j'ai participé. Le rapport remis au Premier ministre Manuel Valls et au ministre de l'Agriculture et de l'Écologie en 2014 sur les champs du possible, une proposition de plan Éco-Phyto 2, un plan B qui est une illustration des régulations économiques permettant les transitions écologiques, c'est le sujet de la betterave et des néonicotinoïdes. Et puis enfin, un dernier document plus transversal et peut-être plus fondamental, celui sur le partage de la terre, écrit avec 2 scientifiques, 2 universitaires, un juriste et un géopolitiste qui est parti de l'économie de la terre pour parler de l'économie du monde. Voilà, je vais terminer en revenant sur cette question-là. Donc une conférence, est-ce qu'on peut nourrir 10 milliards d'habitants en luttant contre le changement climatique, en sauvant la biodiversité et en cultivant ce qu'on appelle désormais une seule santé? Alors, penser ensemble et le faire sans violence, c'est ce qu'on a réussi à faire aux États généraux de l'alimentation, où on avait dans les 70 participants de la cellule que j'animais à la fois les syndicats agricoles dans leur diversité, l'industrie phytopharmaceutique, Greenpeace, les syndicats ouvriers et la terre entière. Et pour réussir à arriver à des propositions audacieuses, parce que je pense qu'on a réussi à faire des propositions audacieuses qui ont connu peu de succès après dans la loi et dans les projets engagés par la profession et par le gouvernement. Mais dans cette ambition-là, elle est passée parce qu'on a pris du recul. Et ce recul, je le disais, c'est de regarder le monde dans la génération qui vient et à l'échelle du monde. C'est ce que fait finalement le rapport Agrimonde, qui a permis à une vingtaine de pays de coopérer avec des instituts scientifiques. Et je me suis attardé simplement aux conclusions qu'en ont tirées 2 chercheurs français, de l'INREA et du CIRAD. Ils ont fait des hypothèses, ils ont posé 4 hypothèses d'évolution de nos sociétés, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture, en essayant d'évoquer la part nécessaire pour produire l'alimentation en termes de surface et celle qui était nécessaire, celle qui était consacrée à la surface agricole par rapport à un état initial. Et ils ont vu la nécessité d'aller chercher des terres forestières, des forêts, pour nourrir le monde dans les différents scénarios. Le premier scénario, je ne vais pas les déployer, vous aurez les sources et vous pourrez les commenter les regarder autant que vous le voulez, et une tendance lourde aujourd'hui, c'est la tendance à la métropolisation. C'est le départ des campagnes et les villes qui grossissent, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, en Asie, avec un rôle important de l'industrie agroalimentaire. La deuxième hypothèse est fondée sur une logique de régionalisation sur des grandes régions, par exemple l'Asie du Sud-Est, l'Afrique subsaharienne. Des échanges se coordonnent entre métropoles, espaces ruraux et entre pays voisins dans la même région, dans le même climat et dans la même zone géographique. La troisième hypothèse, repose sur des communautés locales plus petites, des communautés de petite taille. C'est l'hypothèse qu'on reconstitue un tissu rural sur des villes, des bourgs, et ce qu'on appellerait chez nous des villes et des bourgs, et qui en Asie, en Afrique, prendront d'autres formes. Mais on est plus sur une économie relocalisée. Et enfin, la dernière hypothèse est fondée sur un changement des régimes alimentaires. La révolution qui est proposée par l'ensemble de ces scénarios, c'est qu'aucun ne permet de tenir les espaces agricoles dans les limites actuelles, au-delà même des terres qui ne seraient plus rendues arables par l'effet irréductible déjà aujourd'hui du changement climatique. Les différents scénarios font appel à du plus 10 ou plus 27% des 5000 millions d'hectares actuellement cultivés. Autant, vous imaginez en surface, on parle de 1500, de 2000 parfois millions d'hectares de forêt qui seraient donc sacrifiés pour produire l'alimentation agricole avec des effets extraordinaires en termes d'accélération du changement climatique. Donc ils sont des impasses. Un seul scénario permet de tenir les surfaces agricoles inférieures à 1% des surfaces forestières aujourd'hui, donc semble tolérable d'après les chercheurs. C'est celui qui est permis par un changement de régime alimentaire. Ce régime alimentaire, c'est celui que promeut l'Organisation mondiale de la santé, que promet le PNSS en France. C'est celui qui est promu à peu près par tous les scientifiques du monde entier en termes de régime alimentaire. Donc, si on ne change pas les assiettes, nous devons aller chercher des millions d'hectares de forêt qui accéléreraient de manière définitive et dramatique
un changement climatique dont on a déjà dit que c'était le récit des chaos. Ça, c'est la première leçon. Tous les efforts d'aménagement du territoire, tous les efforts de réorganisation des flux agricoles, de progrès technologiques sont insuffisants si nous ne changeons pas les régimes alimentaires. Et les conclusions des chercheurs que j'ai relus ces jours-ci sont tous convergentes par rapport aux scénarios Agrimonde qui ont été publiés maintenant il y a 6 ans. Il n'y a pas de voie simple et unique. C'est une combinaison de solutions faisant appel à la recherche, à la formation, à la commercialisation, au changement des données qui permettra d'obtenir des solutions. Donc tous ceux qui, dans cette salle, diront « moi j'ai la solution, elle passe par cela et uniquement par cela », seront en contradiction. Peut-être ont-ils raison, mais ils seront en contradiction avec la communauté scientifique aujourd'hui qui a traité ces questions-là avec des systèmes de modélisation très, très performants et avec un esprit critique qui caractérise la science. La deuxième affirmation de ces scientifiques assez commune, c'est que cela passe par une agroécologie, c'est-à-dire une valorisation maximale des ressources de la nature, intensive et non pas extensive. C'est bien une intensification du rendement de la production hors pétrole qui va être la source de la capacité de production de cette alimentation. Troisièmement, cela repose sur le juste commerce, que pour ma part je définis de la façon suivante: n'échanger à l'échelle du monde que ce qu'il est utile d'échanger, et l'échanger de façon loyale. Et la définition d'un commerce loyal, c'est celle qui permet aux plus petits paysans du bout du monde de vivre dignement et aux consommateurs le plus pauvres de nos pays de s'alimenter dans la dignité. Quatrième condition sine qua non, l'accès à la terre pour une nouvelle génération de paysans et pour tous ceux qui veulent rester paysans. La question de la lutte contre l'accaparement des terres, de la propriété, de la location, de l'accès au foncier est absolument capitale. Et enfin, la dernière suggestion, c'est celle d'un développement rural qui passe à la fois par un formidable effort de formation, de progrès technologique, de progrès scientifique, mais aussi et tout simplement, même si jamais pour beaucoup d'ONG c'est quelque chose qui est moins romantique, ça s'appelle des routes, des infrastructures, des silos, du froid, du sec, la capacité à stocker, à éviter les 15% du gaspillage alimentaire mondial entre ce qui est produit dans les champs et ce qui est dans les assiettes. 15% sont réalisés déjà dans les récoltes, au moment de la récolte, et dans l'incapacité à stocker, à garder au sec ou à garder au froid les denrées alimentaires. Donc ça suppose une politique d'infrastructure et d'équipement. C'était la principale revendication d'agriculteurs français pour le développement international comme contribution au congrès qui a réuni le président du Sénégal et le président français pour le congrès de l'Agence française de développement il y a maintenant 10 jours. C'était avant la crise ukrainienne, c'était un autre monde. Voilà pour les conclusions de l'étude Agrimonde. Maintenant, petit focus plus rapide sur la partie européenne. Nous avons l'IDRI qui... Alors, vous avez vu le référent, et encore une fois, vous le trouverez sur les documents. L'IDRI a posé une question qui est certainement dans l'esprit et dans le cœur, dans le mien en tout cas, de tous ceux qui sont ici. Est-ce qu'on peut, sans pesticides, est-ce qu'on peut, sans engrais azotés, notamment sans engrais de synthèse, nourrir les Européens et contribuer au récit de la sécurité alimentaire du monde? C'était une hypothèse audacieuse, et l'IDRI s'est attelé à ce travail. Il dit oui, alors il ne dit pas oui tout de suite, il dit oui en 2050, ça c'est important, il y a 30 ans de transition. Tous ceux qui disent il y a qu'à Faucon, eh bien les plus motivés, les plus écolos et les plus renseignés de ce monde-là disent il y a 30 ans de transition, mais oui, dans 30 ans, nous pouvons nourrir 530 millions d'habitants, évidemment en adoptant le régime sain que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire on passe, pour faire simple, d'autour de 40 kg de viande par personne et par an à environ 25 kg. Alors, pas discuter au kilo près, mais l'ordre d'idée, c'est 40% de diminution des protéines carnées, remplacées bien sûr par des protéines d'origine végétale et une plus grande variété de l'alimentation. C'est les préconisations que vous connaissez tous et qu'on a tous en tête, inutile de les détailler. Donc c'est ce régime sain qui est adopté. Il fait l'hypothèse assez radicale de 30% de baisse de rendement en production végétale, de 40% en production animale. Ce système maintient nos habitudes culturelles de consommation du vin et de la viande de qualité, donc il ne rompt pas avec les aspects de civilisation qui sont les nôtres aujourd'hui, moins mais mieux. C'est des choses qui sont déjà faites pour le vin, il propose de le faire pour la viande, mais on continue à avoir ces pratiques alimentaires qui ne sont pas totalement tordues. Et puis, très important, on continue à assurer avec un solde céréalier, et ça pour moi ça a été une découverte extraordinaire, qui reste équivalent dans l'import-export
On a moins besoin de protéines venant du soja, notamment sud-américain. Et on a la capacité, puisqu'on est autonome en termes de protéines, on a rétabli des systèmes de polyculture élevage, on a reconnecté l'élevage et les cultures. Et dès lors, on a un solde d'exportation qui continue à ce que la France joue son rôle pour les livraisons au Caire et dans l'ensemble du Maghreb, où il y a cette équation démographique qui durablement devra continuer à supposer des échanges autour de la Méditerranée avec nos partenaires africains. Donc la France continue à participer à un récit méditerranéen de la sécurité alimentaire. Elle permet de nourrir les Européens différemment, mais sans rupture culturelle majeure. Et puis, bonne nouvelle, c'est 40% de gaz à effet de serre en moins si nous comptabilisons l'effet de la moindre déforestation dans l'Amazonie. Donc c'est un scénario qui semble voler. Il suppose des ruptures considérables, au-delà de la rupture dans nos assiettes et alimentaires. Vous imaginez simplement, et vous allez immédiatement avoir l'image depuis votre voiture ou le TGV, c'est que le bassin parisien que vous traversez, eh bien, il y a 1 hectare sur 3 qui retourne à l'herbe, temporaire, permanente, peu importe. L'élevage est réinstallé dans le bassin parisien et une désintensification des zones où l'élevage est le plus concentré, notamment le Grand Ouest français. Ce scénario, évidemment, suscite des questions. J'ai interrogé d'autres scientifiques, de l'INRAE notamment, pour l'interroger. Il pose la question des modèles agroalimentaires, en effet, qui sont basés dans leur performance, sont basés sur la concentration, les usines de sucre autour des bassins sucriers, les usines de lait autour des bassins laitiers. Donc il y a un modèle agroalimentaire à repenser. Ça ne va pas de soi, parce qu'une partie de la performance de la production alimentaire et des coûts est produite par ces économies d'échelle qui ne sont plus possibles dans une agriculture plus diversifiée. Il y a un problème d'équilibre du cycle du phosphore. On ne va pas faire une conférence d'agronomie. Il y a sûrement des agronomes et des scientifiques dans la salle, je le sais. Mais on ne va pas aller sur ce terrain-là, quoique on est armé pour répondre le cas échéant. Mais il y a un problème de cycle du phosphore. Mais les scientifiques de l'IDRI nous disent que de toute manière, comme pour le pétrole, il y a un pic du phosphore qui arrive en 2040. Donc de toute manière, nos ressources minérales en phosphore sont mises en cause au-delà même de ces mobilisations dans les équilibres des cycles de fertilité. C'est interroge d'autres think tanks comme ceux de Solagro qui mise, mais Yves y reviendra, sur une contribution importante aux ENR de la biomasse agricole. Dans le scénario IDRI, il n'y a pas de contribution à la biomasse, notamment dans la méthanisation et d'autres énergies non renouvelables. On pourra parler des photovoltaïques au sol. Et enfin, la question du coût est posée. Ça tombe bien, ils ont fait une étude sur le sujet. Et en 2 mots, la réponse est la suivante. Pour le revenu des paysans, on maintient entre 400 et 500 000 agriculteurs. Ils ne sont pas sur un scénario de 1 million d'agriculteurs, ils ne sont pas sur un scénario de 200 ou 300 000 paysans, ils sont sur un scénario de maintien des effectifs actuels avec des mutations sociologiques de métiers et de structures, mais de maintien d'un effectif autour de 400 000 500 000 agriculteurs. Pour eux, les revenus peuvent être maintenus dès lors que les modalités de la PAC sont jouées différemment. Et par ailleurs, la grande question, c'est celle des consommateurs, du pouvoir d'achat. L'hypothèse qu'ils font, c'est 10% de prix supplémentaires qui sont absorbables par 90% des Français, à part les 10% qui sont sous le seuil de pauvreté, bien sûr. Mais ça, c'est une problématique sociale qui relève d'une autre logique que la question du coût de l'alimentation. Ces 10% de surcoût sont possiblement absorbables dès lors qu'on change de régime et dès lors qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire. Le pouvoir d'achat et la qualité de l'alimentation peuvent être garantis pour 90% des Français, en dehors des phénomènes de pauvreté qui relèvent, encore une fois, d'une autre logique, et nous en parlerons si nous le voulons. Les questions des stages généraux de l'alimentation ont posé les mêmes questions à l'échelle de la Ferme France. J'ai eu l'honneur d'animer l'atelier 11. Je vous ai dit la diversité des participants, la prise de hauteur, 25 heures de débat dans la paix ont permis d'adopter 99% des propositions à une quasi-unanimité. Elles évoquaient l'urgence d'une réforme foncière pour préparer une relève agricole. Elles évoquaient le besoin d'une France leader en matière de recherche agronomique et notamment sur les sols dans l'Union européenne. Elles évoquaient, par rapport au discours « il ne faut pas opposer les modèles », elles affirmaient qu'il y avait un modèle de référence qui était le modèle de la polyculture élevage. Elles évoquaient évidemment le besoin de conquérir notre autonomie en protéines végétales pour l'alimentation animale et pour l'alimentation humaine, la conquête de marchés de croissance, notamment autour d'un élevage qualitatif pour les viandes qu'on a évoquées tout à l'heure, avec une baisse bien sûr de l'élevage hors sol et un renouveau de l'élevage herbagé. Elles évoquaient une révision et une mise en œuvre enfin du plan Ecophyto 2 que nous avions proposé, le développement de collectifs d'agriculteurs plutôt que de compétitions d'agriculteurs sur le terrain, et sur chaque territoire des contrats
d'alliance entre le monde paysan et les territoires autour de l'eau, de l'alimentation, des paysages, etc. Enfin, et à l'échelle du monde, elle évoquait un commerce loyal et une harmonisation des marchés européens par le renforcement des mécanismes de régulation. Évidemment, ces causes-là, et je terminerai là-dessus, font écho à des combats que je porte personnellement depuis 5 ans, 10 ans, parfois 20 ans comme agriculteur ou comme élu local. Je les résume très rapidement. Celle d'une loi foncière de régulation qui lutte contre les phénomènes d'accaparement, d'artificialisation, de baisse des qualités des sols, d'une démesure dans l'agrandissement qui appauvrit l'économie, la biologie et la valeur sociale de nos territoires ruraux, celle d'un partage de la valeur au sein des chaînes de production et pas seulement au bénéfice des paysans, mais de tous ceux qui travaillent dans les chaînes agroalimentaires et qui contribuent à l'alimentation dans notre pays, celle de transition agroécologique fondée sur des partenariats nombreux, je les développerai si on a le temps, et puis des combats plus récents autour des énergies renouvelables avec des prises de position qui permettent d'envisager des régulations sur les questions de la méthanisation et sur les questions du photovoltaïque sur son volet agricole. Voici les travaux qui sont les miens, qui ont donné lieu à des rapports rendus, je vous l'ai dit, au gouvernement, qui n'ont pas toujours été suivis des faits, à des vœux dans les stages généraux de l'alimentation qui ont été très peu traduits dans la loi Egalim 1 et Egalim 2. Donc ce sont des chantiers qui restent devant nous, qui restent ouverts. Et je serais incomplet si je n'évoquais pas des combats locaux. Yves me disait qu'il était sur le terrain avec Sirocourt aujourd'hui sur des travaux entre l'université et les territoires que nous animons au sein du Pays Terre de Lorraine. Je suis très engagé sur les questions alimentaires, agricoles. Nous avons un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Il nous lie au mouvement ATD Quart Monde et il vise à assurer ce qu'on appelle la dignité dans l'assiette pour les plus pauvres d'entre nous. C'est un laboratoire d'usage qui expérimente de nouvelles pratiques alimentaires pour ceux qui sont les exclus de notre société. Mais c'est également le militantisme que nous portons ensemble pour qu'autour d'un concept de ringis local, la métropole du Grand Nancy et l'ensemble du Sud Lorrain soient plus résilients, maintiennent son architecture et sa structure de polyculture élevage et puisse augmenter son autonomie alimentaire. Nous sommes actuellement à 2%, donc il y a des marges de progrès. 1%. Ça a baissé ou alors c'est des bons chiffres, hein. C'est des bons chiffres. 1%, donc il y a des marges de manœuvre fabuleuses. Et je terminerai sur cette note d'espoir. Quand on est à 1% et qu'on vise d'améliorer les choses comme nous voulons le faire, il y a d'énormes marges de manœuvre. Voilà, en titre d'introduction, on est en partie du monde, on a terminé à Nancy et dans le Saintois. C'est juste une ouverture au débat, c'est quelques éléments de cadrage autour de l'assiette, de la planète, du partage des terres. On va enchaîner avec des questions d'énergie, avec des questions de biodiversité, et puis nous ouvrirons le débat. Merci. Merci beaucoup, Dominique Potier. Donc c'est à vous, Yves Leroux, donc professeur des universités à l'ANSAIA. Dominique Potier, juste avant, vous nous avez donné des pistes pour nourrir 10 milliards de personnes en 2050, mais pour le faire, il faudra aussi, d'ici là, mettre toute notre énergie dans la lutte contre le dérèglement climatique. C'est à vous, Yves Leroux. Merci. Alors, comment passer derrière Dominique? C'est toujours très facile de passer derrière lui, mais je lance ce challenge. Alors, Dominique, il a utilisé la technique dans l'entonnoir du plus global au particulier et en se projetant sur 2050. Moi, je vais revenir un petit peu de manière plus terre-à-terre. Je ne suis qu'un ingénieur agronome. Et je voudrais quand même dire une chose. Aujourd'hui, le rapport de la FAO est sorti il y a quelque temps. Le nombre de malnutris dans le monde réaugmente. On est actuellement à plus de 800 millions de personnes qui sont aujourd'hui n'ont pas accès à une nourriture saine, ou quantitativement ou qualitativement. Alors que, il faut en être persuadé, et ce n'est pas moi qui le dis, vous le connaissez tous, et il porte bien son nom, c'est Marc Dufumier, qui dit que, alors, comment dirais-je, prof émérite AgroParisTech, ça fait 20 ans qu'il tient ce discours, nous avons largement de quoi nourrir la planète aujourd'hui. C'est simplement un problème d'inégalité. Et ça, il faut l'avoir en tête. Alors, ça ne va pas en contradiction avec ce que dit Dominique sur 2050. Parce qu'en fait, sur 2050, nous serons plus nombreux et avec des régimes alimentaires qui vont s'occidentaliser. Et donc, qui vont forcément être plus consommateurs de surface agricole. Mais moi, je voudrais qu'on parle bien de ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, j'insiste sur un critère dont on ne parle jamais, ce sont les inégalités.
ces inégalités de revenus, ces inégalités d'action et de comportement. Alors ça, c'est à l'échelle internationale. Je vais prendre maintenant à l'échelle locale. À l'échelle locale, la France, eh bien, on sait qu'aujourd'hui, les 10% les moins riches émettent 4 fois moins que les 10% les plus riches. Donc ça veut dire aussi que quand on parle gaz à effet de serre, on peut mettre en place toutes les politiques qu'on veut. Si on ne met pas en place une question sur la réduction des inégalités, de toute façon, le combat est perdu d'avance. Et c'est pour ça que je suis en parfait accord avec ce que dit Dominique sur cette question d'un nouveau contrat social qu'il va falloir mettre en place. Et ce nouveau contrat social, à partir du moment où on parle d'inégalité, on voit bien que les lois du marché vont être un petit peu à côté pour pouvoir l'intégrer dans ces logiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le modèle agricole, alimentaire dont a parlé Dominique? Quels que soient les scénarios aujourd'hui qu'on voit à l'échelle européenne, à l'échelle française, on nous dit tous la même chose. Il y a un critère clé qui va être le changement de régime alimentaire. Qu'on soit clair, moi, à l'ENSAIA, je suis professeur de zootechnie. Donc, je n'ai aucun intérêt à ce que l'élevage disparaisse. Par contre, on peut se poser la question de la production industrielle de ces animaux. Donc, il ne faut pas confondre élevage et production industrielle. Ce sont deux choses totalement différentes. Pour ceux que ça intéresse, lisez les travaux de Jocelyne Porcher, qui fait vraiment des références très intéressantes sur la différence entre l'élevage et la production industrielle. Eh bien, très clairement, voilà, moi j'aime bien les chiffres. Nous, actuellement, on a 2 tiers de nos protéines qui sont animales, 1 tiers qui sont végétales. Il va falloir faire l'inverse. 1 tiers animal, 2 tiers végétal. Eh bien, cette capacité qu'on va avoir à changer notre régime alimentaire, forcément va avoir des impacts, parce qu'en fait, on sait que pour une protéine animale, il faut 3, 4, 5, 6 calories végétales. Donc, on va avoir comme ça des surfaces disponibles pour faire autre chose, ou pour avoir une agriculture un peu moins intensive telle qu'on l'a. Je rejoins ce que disait aussi Dominique sur ce qu'on appelle l'intensif. Nous voulons tous une agriculture écologiquement intensive. Et une agriculture écologiquement intensive, c'est très simple. C'est une couverture des sols. On capte les rayons du soleil, ce sont les feuilles qui font ensuite la photosynthèse. Ce n'est pas très compliqué, vous savez. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément les pratiques qu'on a. Ça va être aussi, le plus important des années à venir, c'est l'autonomie protéique de l'Europe. L'autonomie protéique de l'Europe, c'est arrêter d'importer du soja qui nous vient d'Amérique du Sud ou qui nous vient des États-Unis, qui, en plus de dégrader la forêt, mettre en l'air toutes les communautés locales, est OGM. Et donc cette question de l'autonomie protéique est une question clé, autonomie protéique végétale. Et donc là, c'est vraiment un programme qui doit être mis en œuvre de manière à pouvoir justement agir sur cette question. Alors, cette agriculture écologiquement intensive, en fait, elle est basée sur une réflexion, et Dominique en parlait, alors moi je vais le traduire, il parlait du phosphore, alors moi je vais faire l'intelligent, le respect des cycles biogéochimiques. Oui, que ça soit sur le carbone, que ça soit sur le phosphore, en fait, il faut respecter ces cycles. Et aujourd'hui, il y a un travail qui a montré que nous avons dépassé 6 des 9 limites planétaires. C'est pas très rigolo. Gaz à effet de serre, biodiversité, qualité de l'air, etc., etc. Je ne vais pas toutes les lister. Et on se rend compte que l'ambition de nos scénarios qui vont arriver, dont je vais vous parler tout à l'heure, eh bien, ils doivent être multifactoriels. Qu'on soit clair, ce n'est pas en changeant votre assiette alimentaire que vous allez sauver la planète. Ça aussi, c'est trop facile. Je change et j'ai réglé mon problème. Sachez qu'aujourd'hui, notre empreinte carbone, nous, riches de la planète, est absolument insupportable. Donc il va falloir qu'on fasse un véritable effort. Et donc vous avez plusieurs scénarios qui ont été produits, dont, alors si vous avez un petit peu des insomnies, vous avez l'ADEME qui a sorti en novembre 2021 un tout petit travail de 680 pages
mais comme dans tout scénario, vous avez les 23 pages pour décideurs, vous êtes tous des décideurs, donc vous pouvez regarder les 23 pages. Et en fait, ces scénarios sont très intéressants parce qu'en fait, ben moi je vous dis que j'aimerais bien que nos futurs candidats à la présidentielle, il semblerait qu'on en ait gagné un de plus ce soir, à voir, en tout cas un officiel, eh ben, j'aimerais bien qu'ils s'emparent vraiment du dossier et qu'ils nous disent, bah, écoutez, l'ADEME, agence de l'État, propose 4 voies possibles. 4 voies possibles. Et vous, citoyens, vous allez voter. Et on va vous expliquer ce que sont ces 4 voies. Ça prend 10 minutes. Alors vous pouvez lire les 680 pages. Si vous avez des questions, ça fait partie de mon boulot, je l'ai fait. Et donc, il y a 4 scénarios qui sont sortis. Le premier scénario, il est ce qu'on appelle le scénario dit frugal. Vous voyez un peu où on va. Le deuxième scénario, il s'appelle la coopération territoriale. Le troisième scénario, c'est croissance verte. Et le quatrième scénario, c'est ce qu'on appelle le pari réparateur. Je vais résumer le quatrième scénario, la technologie va nous sauver. Et bien voilà, on a 4 scénarios qui ont été produits par les plus grands cerveaux qui existent, et ces scénarios ne traitent pas que d'alimentation. Ils traitent de mobilité, ils traitent de mix énergétique, ils traitent bien évidemment d'alimentation, et ils traitent de tout ce qui fait l'objet de nos systèmes actuellement de vie. Alors, tous, à part le quatrième, vous avez bien compris, hein, je vais résumer le quatrième. Le quatrième, c'est « Dormez bien, bonnes gens, continuez, il n'y a pas de problème, continuez à prendre l'avion, continuez à manger autant de viande, ne vous inquiétez pas, on va prendre le carbone, on va le stocker. » Bon, bref. Alors, bien évidemment, l'ADEME fait cette proposition en disant qu'il y a un risque non nul que certaines ruptures technologiques ne soient jamais atteintes. Parce qu'en fait, ça repose sur le principe que tout le carbone qui va être produit par notre consommation, on va pouvoir le capter, le mettre dans les couches géologiques et qui va rester tranquillement. Alors, pourquoi pas? Je me dis simplement, si par hasard, il y a un risque que ça ne marche pas, peut-être qu'il faudrait aller sur d'autres scénarios. À l'opposé, vous avez le scénario dit frugal. Alors celui-là, comment dire? Sobriété imposée, il s'appelle. Alors, par rapport à ce que vous a dit dans le scénario TIFA de Dominique Potier, on est vraiment, TIFA est un petit scénario rigolo à côté. Moins 70% de consommation de viande. Ah si, on peut continuer à picoler, ça va. On a au moins ça pour oublier. Ouais, pour oublier, ouais. La mobilité. On tape la mobilité. Moins 30% de kilomètres et retour du vélo et de la marche à pied. Donc en fait, on est dans un scénario qu'on va appeler réglementaire et interdiction, mais qui n'exige aucune rupture technologique. Voilà. Pas sûr que ça puisse... Alors évidemment, vous comprenez bien que dans un scénario comme ça, le PIB n'est plus le nouvel Eldorado de l'évaluation de notre pays. Donc on sait plutôt sur qualité de vie, réduction des inégalités, etc. Le deuxième scénario s'appelle coopération territoriale, et ce scénario ressemble diablement à celui que vous a présenté Dominique. C'est l'équivalent un peu du scénario TIFA, où on divise par 2 la consommation de viande, on attaque la métropolisation, donc on démétropolise progressivement. Vous comprenez bien que démétropoliser, ça va prendre 100 ans. Hein, vous êtes déjà tous rentrés à Nancy entre 7h30 et 8h30 le matin. C'est pas gagné la démétropolisation encore. Hein. Donc ce scénario, eh ben, il part aussi sur... Alors il est un peu différent du TIFA parce qu'il est sur une logique de ce qu'on appelle la bioéconomie. Alors bioéconomie, ce n'est pas du tout l'économie de la biologie, hein. C'est la substitution du carbone fossile par du carbone renouvelable. L'idée est formidable. Le problème, c'est que tout agronome et forestier vous dira que nous n'avons pas assez de biomasse aujourd'hui pour substituer la totalité de nos usages fossiles. Que ce soit le gaz, le fossile, l'alimentation, tout ce qu'on veut. Donc, il va falloir qu'on arbitre l'usage de la biomasse. Et ça, c'est vraiment une clé de ce qui va se passer dans les 10, 20, 30 ans. On produit de la biomasse forestière, agricole. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la donne à manger aux animaux? Est-ce qu'on la donne à manger aux humains? Est-ce qu'on en fait de l'énergie? Est-ce qu'on en fait de l'écomatériau? Est-ce qu'on en fait de la chimie verte? Si on avait assez
de biomasse, on ne se poserait pas la question. Nous n'en avons pas du tout assez. Et donc, on voit que l'enjeu des 2 scénarios qui restent, coopération territoriale ou croissance verte, c'est un arbitrage de la biomasse qui fait que, collectivement, nous devons nous engager sur des choix sociétaux. Et je vais un petit peu développer, et après je m'arrêterai parce que je peux parler pendant 3 heures, je vais un peu développer ce qu'a un peu évoqué Dominique. Diminuer par 2 sa consommation de viande ou de produits animaux. Est-ce que ça ne peut pas avoir quelques impacts sur les filières, sur les emplois, sur les usines, sur le commerce extérieur? Ah oui. Donc aujourd'hui, vous avez aussi des tas d'acteurs des filières économiques qui n'entendent absolument pas cette logique. Pour rien vous cacher, je suis allé au Salon de l'Agriculture et j'ai interrogé un petit opérateur laitier, je ne citerai pas le nom parce que nous sommes filmés, mais en gros, c'est le plus gros, vous irez regarder. Hein. Il n'y a pas le choix, hein, c'est lui ou lui, donc voilà. Mais les deux tiennent le même discours. Les deux, hein, il y a 2 très gros opérateurs en France. Hein, et vous leur demandez, mais est-ce que vous imaginez d'ici 2050 qu'il va falloir que vous divisiez par 2 la production laitière? A dit, ah non, c'est pas du tout comme ça qu'on l'a envisagé. Les Français vont diminuer leur consommation de produits animaux, nous allons continuer à produire autant et nous exporterons aux Chinois. Et on voit bien que ce n'est pas du tout la logique qui est dans ces scénarios. La logique de ces scénarios, c'est moins produire de produits animaux pour pouvoir arriver à la neutralité carbone en 2050. Et donc là, moi, je regarde le politique et je lui dis, maintenant, on va arrêter de travailler en silo, l'énergie d'un côté, la filière lait d'un côté, on va essayer de travailler en approche systémique. Je ne sais pas s'il y a des moyens de discuter sur ces questions, mais pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, vous travaillez dans une usine de transformation laitière. Ça fait 25 ans que vous bossez là-dedans. Et on vous parle de transition. Bah ouais, si la transition, c'est que vous êtes foutu dehors de l'entreprise, donc il faut qu'en plus, cette transition, elle soit solidaire. Il ne faut pas que cette transition soit uniquement écologique, il faut qu'elle soit solidaire. Et donc, les 2 scénarios de l'ADEME, coopération territoriale ou croissance verte, sont 2 scénarios très intéressants parce que ce sont des scénarios basés sur la bioéconomie, mais qui demandent à chacun, à tous, mais aussi aux politiques, de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que de montrer uniquement le consommateur en lui disant « tu dois changer, madame, vous devez changer », c'est un petit peu trop facile parce qu'en fait, la structure globale de notre économie, il faut aussi qu'elle change. Il faut aussi qu'on arrive à avoir un nouveau contrat citoyen. Et je terminerai sur une chose. Nous avions 40% de notre revenu en 1950 qui était consacré à l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes à 12%. 12%, c'est une moyenne. Si je prends les inégalités, c'est encore pire. D'accord? Eh bien, aujourd'hui, si on veut un nouveau contrat social, pour que les agriculteurs acceptent d'aller dans cette transition, il faut aussi qu'on arrive à signer avec eux un vrai contrat social, de leur dire tu divises par 2 ta production, mais tu vas être rémunéré pareil. Et avec ce qui te reste comme surface, on peut peut-être imaginer à ce moment-là, sans mettre des controverses partout, qu'on puisse utiliser cette biomasse pour faire de la chimie verte, pour faire de l'énergie ou autre chose. Et c'est vraiment ça que je voulais vous faire passer comme message, c'est qu'on est en partie responsable de ce qui va se passer dans les années à venir, mais moi je dis aussi que le rôle du politique va être fondamental. Alors après, il y a la capacité qu'on a de gérer à l'échelle française, mais on a quelque chose, un levier énorme qui s'appelle la politique agricole commune, qui vient d'être revotée là jusque pour 2027. On ne peut pas dire que ce qu'il y a dans la politique agricole commune aujourd'hui soit parfaitement en ligne par rapport aux objectifs de neutralité carbone de l'Europe, par rapport à tous les objectifs que nous a cités Dominique, mais on pourra y revenir. Je vous remercie. Merci beaucoup Yves Leroux.
Donc on a entendu que parmi les 4 scénarios proposés, il y en avait 2 qui retenaient particulièrement votre attention, on y reviendra peut-être, et vous interpellez les politiques pour qu'ils s'emparent aussi de ces scénarios. Myriam Fournier, c'est à vous. Je rappelle que vous êtes présidente du Centre INRAE Nancy Grand Est, vous êtes enseignante chercheuse sur le thème forêt. Alors 2050, on va rester sur cette date, c'est dans 28 ans. Il y aura a priori 10 milliards de personnes sur notre planète qu'il faudra nourrir. Alors on espère durant ces 28 années à venir qu'on luttera efficacement contre le dérèglement climatique, que ce n'aura pas été qu'une vague promesse en tout cas, et on espère aussi qu'on aura cultivé la biodiversité, parce que face à l'incertitude, c'est ce que vous me disiez, seule la diversité peut nous sauver. Merci. Ouais. Vous m'entendez bien? Voilà, alors moi je suis un peu le Candy de l'étape parce que je travaille à INRAE, mais je ne suis pas tellement agronome, et Dominique m'a sorti de ma zone de confort en me demandant de venir intervenir dans des choses sur l'alimentation et nourrir la planète qui ne sont pas mes sujets de prédilection, parce que moi je suis plutôt une forestière et je suis quelqu'un de l'arbre, mais j'assume le défi. Merci Dominique. Alors donc mes collègues là ils m'ont dit tu vas parler de biodiversité. Alors avant de parler de biodiversité, je voudrais revenir un peu sur les scénarios de l'ADEME. Moi j'ai fait comme tout le monde, j'ai été sur le site de l'ADEME, j'ai feuilleté les 600 et quelques pages, j'ai regardé les 23 et j'ai trouvé une phrase extraordinaire, je ne résiste pas à avoir envie de la partager avec vous. C'est la synthèse. Il est donc indispensable de maintenir un équilibre entre les usages alimentaires et énergétiques de la biomasse avec la préservation des fonctions écologiques comme la biodiversité et le stockage de carbone grâce à une approche globale de la bioéconomie. Vous êtes contents, hein? Alors voilà exactement. Alors c'est super, hein, il y a toute l'approche systémique qui est résumée là-dedans. Maintenant, c'est les technocrates qui ont pondu un truc comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est une belle phrase. Alors je ne résiste pas non plus à vous dire que quand même, aussi Yves il a dit, la bioéconomie, la bioéconomie, ça veut dire remplacer les ressources fossiles par les ressources du vivant. Tu as dit quelque chose comme ça, c'est ça? Renouvelable, pardon. Alors pour la bioéconomie, par exemple, pour des scientifiques, pour des économistes, ce que je ne suis pas, la bioéconomie, ça fait penser à un économiste, un chercheur roumain qui s'appelait Nicola Georgescu Roegen. Et lui, il a inventé la bioéconomie avant qu'on parle de remplacer. Et alors pour lui, la bioéconomie, c'était beaucoup moins édulcoré ou beaucoup moins technocratique que la nôtre. Hein. Il disait, alors il était très marqué, c'est un monsieur qui a vécu au XXe siècle. Et il était très marqué, je pense, par les physiciens un peu du début du XXe siècle. Et donc, il a dit la bioéconomie, c'est l'économie basée sur... il a voulu rapprocher, si vous voulez, l'économie et l'écologie en insistant sur le fait que les ressources étaient finies, qu'il y avait des choses qui étaient irréversibles, que le recyclage, par exemple, il n'est jamais parfait, que la lutte contre le gaspillage, elle n'est jamais parfaite. Et alors, en fait, en moulinant tout ça, il arrivait à l'idée que, pour lui... la seule économie possible, c'est celle de la sobriété et de la décroissance. Voilà. Alors, c'est pas ça que dit la bioéconomie de chez nous, puisqu'il vous a montré, tous les scénarios qu'il nous a montrés sont des scénarios. Mais c'est intéressant quand même de savoir. Voilà. Alors, voilà. Quand on dit que c'est juste remplacer les ressources fossiles par des ressources renouvelables, on n'a quand même pas fait un grand pas et on n'a surtout pas dit comment. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de scénarios possibles qui finalement arrivent tous à une neutralité carbone, en tout cas un effet sur le climat qui devrait arriver à maintenir ce changement climatique qui nous effraie. Alors avant toujours d'arriver à la biodiversité, je vais y arriver, mais des scénarios. Vous savez pourquoi on fait des scénarios? Parce que tout le monde fait des prospectives et fait des scénarios. Pourquoi que les chercheurs que nous sommes, on ne vous dirait pas tout simplement qu'est-ce qu'il faut faire? Ce serait quand même vachement mieux que de vous faire des scénarios. Alors voilà, pourquoi on fait les scénarios? Tu t'es déjà posé la question, Dominique, pourquoi on fait des scénarios? Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai compris. Les scénarios, c'est pas pour essayer de prédire ce qui va se passer. Ça, il faut sortir ça de la tête. Quand on fait des prospectives, l'exercice de la prospective, c'est pas pour essayer de prédire ce qui va se passer. C'est parce qu'on sait qu'on est dans un contexte où on ne peut pas prédire l'avenir. Parce que dans l'avenir, il y a des incertitudes. Et ces incertitudes par rapport au monde de nos parents, grands-parents et au-delà, elles n'ont jamais été aussi grandes. C'est-à-dire que je pense que vous en êtes conscient, le monde, il n'a jamais changé aussi vite et on n'est jamais allé autant vers des situations qu'on n'a jamais expérimentées. Donc le climat de demain, ça ne sera pas le climat que vous avez connu. Et vous savez bien que les agriculteurs ou les forestiers que je connais bien, tout leur système de décision, il était basé sur, à cet endroit-là,
je sais comment je vais faire pousser tel truc, ou je sais... et alors les arbres, ils poussent sur 200 ans, donc en plus, on est très sensible à des temps très longs. Et là, franchement, ça change beaucoup trop vite. Donc aujourd'hui, tout change. C'est une banalité, hein. Vous savez bien que la façon dont... moi, mes grands-parents, ils vivaient sans doute de façon pas très différente de leurs grands-parents à eux, alors que moi, mes enfants et mes petits-enfants à venir, ils vivront certainement pas du tout comme moi, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on fait des scénarios, hein. C'est-à-dire que les scénarios, c'est pour essayer de baliser un peu cette grande incertitude en essayant d'aller chercher un petit peu les extrêmes et d'essayer d'imaginer des possibles. Ça vous dit surtout pas, enfin n'imaginez surtout pas que le scénario vers lequel on va aller, même en 2050 que c'est demain, ça va être exactement ce qui est dans un des 4 scénarios de Yves. Ça va être quelque chose entre. Mais les scénarios, c'est fait pour encadrer cette incertitude et cette diversité des possibles qui a, ceci dit, quelque chose de vraiment effrayant, quoi. Voilà. Alors c'est super angoissant, hein, de vous dire que vous êtes dans l'incertitude. Vous savez qu'aujourd'hui, on en a parlé un peu avec Nicolas, là on a beaucoup de problèmes d'éco-anxiété. Les psychologues n'ont jamais autant reçu d'éco-anxieux. Alors, je suis désolée si j'en ai rajouté. Voilà, il y a des livres, hein, qui existent pour se calmer, là. Alors, la biodiversité, maintenant, on va arriver à un truc positif. Voilà, vous êtes anxieux, moi, je vais vous apporter une bouée de sauvetage, la biodiversité. La biodiversité, c'est quoi? Alors, par exemple, si vous voulez savoir ce que c'est la biodiversité, il y a un MOOC, un cours en ligne de l'Université virtuelle Environnement et Développement Durable, il y a 70 vidéos, enfin, vous pouvez y aller, c'est bien expliqué. Avec des gens formidables. Je vous recommande des vidéos, par exemple, de Gilles Boeuf, là, qui était président du muséum. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en regardant ça. La biodiversité, c'est une notion qui est à la fois hyper... Alors, c'est un truc qui a été inventé, c'est comme le changement climatique ou la bioéconomie, ça a été inventé par les scientifiques. Sauf qu'après, la société s'en empare et elle ne donne pas tout à fait le même sens. Donc, c'est à la fois quelque chose de très récent, puis en même temps, c'est quelque chose qui existe depuis que la vie existe sur Terre. Donc, la biodiversité... Ça a commencé avec la vie, la première fois que 2 cellules vivantes se sont divisées. La biodiversité, c'est dur à mesurer, hein, parce que quand on parle d'énergie, quand on parle de carbone, etc., on est sur des... Moi, je suis physicienne, on est sur des mesures... on va parler de tonnes, d'une mesure d'énergie ou de puissance. Quand on parle de la biodiversité, c'est vachement plus compliqué. Alors, souvent, vous allez voir des choses, on va parler en nombre d'espèces. Alors en fait, les scientifiques, ils ont un mot plus exact pour ça, ils parlent de richesse. Donc le nombre d'espèces, ok. Alors vous savez combien, je me suis noté parce que je suis nul moi pour retenir les chiffres, donc 2,4 millions d'espèces connues dans le monde. Et sans doute énormément en fait qu'on ne connaît pas. Alors évidemment, voilà, là vous avez une métrique, une mesure, on va compter les espèces. Alors en fait non, la biodiversité, la diversité biologique, c'est beaucoup plus compliqué que compter des espèces. C'est aussi la diversité génétique à l'intérieur d'une même espèce. Je donne un exemple. Prenez une même espèce, nous par exemple. Si vous faites des clones, imaginez on est tous des jumeaux, ben c'est sûr qu'on va avoir quelques caractéristiques en commun. Et par exemple, je ne sais pas si tous ces jumeaux sont asthmatiques, et ben, l'asthme va être très répandu dans la population. Heureusement, nous avons une certaine diversité génétique. Et vous avez tous peut-être remarqué que face au Covid, par exemple, on n'est pas tous égaux. Et maintenant, toutes les espèces, c'est comme ça. Et donc, vous pouvez avoir des espèces identiques. Quelque chose que vous allez peut-être, alors je reviens à l'agriculture, appeler de la monoculture parce que tout est pareil à l'œil, c'est la même espèce, mais n'empêche qu'il y a une grande diversité. Ou alors il n'y en a pas du tout, quoi. Et un autre type de diversité, donc là j'ai descendu d'un cran, je suis parti j'ai compté les espèces, puis j'en ai pris une, puis je dis à l'intérieur d'une espèce il y a une grande diversité. Puis après il y a plutôt aussi la diversité des assemblages d'espèces. Donc vous pouvez avoir plein d'espèces dans le monde, les 2,4 millions, mais imaginez-vous que dans le monde, elles sont réparties, il y en a une, on met tout à cet endroit-là, l'autre tout à cet endroit-là, etc. Ou au contraire, on les mélange à un endroit donné. En termes de diversité, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, donc la diversité, c'est un truc compliqué. Alors je ne sais pas si vous savez aussi, parce que je crois qu'aujourd'hui tout le monde connaît le GIEC. Dominique vous a parlé du rapport du GIEC. Donc c'est le panel des experts sur le climat et le changement climatique. Il y a quelque chose aujourd'hui maintenant de parallèle du GIEC qui s'appelle l'IPBES. C'est la plateforme, alors en français c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc on a éprouvé le besoin de faire une plateforme d'experts. Et aujourd'hui, ces experts, ils nous alertent sur l'érosion de la biodiversité. Donc ça veut dire que, alors toute la diversité que j'ai dit avant, hein, celle des espèces, mais aussi
celle des écosystèmes, des assemblages d'espèces ou de la diversité génétique à l'intérieur des espèces, toute cette diversité diminue. Alors du fait de nos modes de vie, ça a déjà été dit, l'artificialisation des terres, la métropolisation, on a dit l'urbanisation, et puis du changement climatique. Alors le changement climatique, c'est nous qui l'avons créé par nos activités. Et il faut se rappeler de choses assez basiques. C'est pour la vie, il faut de l'eau, par exemple. Pas d'eau, pas de vie. Alors changement climatique, on sait qu'il y a des endroits, il y en aura peut-être un peu trop de l'eau, mais il y a quand même beaucoup d'endroits. Surtout si on est sur les scénarios à 8.5, là, on risque d'en avoir quand même beaucoup moins. Ok. Donc après, pourquoi est-ce qu'il faut maintenir la biodiversité? Voilà, l'IBES nous dit, oulala, la biodiversité s'érode. Pourquoi faut-il maintenir la biodiversité? Alors on peut avoir une vision un peu idéologique, parce que les espèces, c'est mal de tuer, quoi, voilà. Et là, on arrive à une espèce de culpabilité de l'homme destructeur et une idéologie de la nature. Alors là, en plus, je ne suis pas dans mes spécialités, mais il faut lire des anthropologues comme Descola qui ont bien expliqué cette relation entre l'homme et la nature, comment ça s'est transmis dans différentes populations. Mais voilà, on peut imaginer l'homme est destructeur, voilà, avoir une culpabilité parce que nous sommes des grands prédateurs, c'est clair, et donc nous avons des modes de vie qui détruisent la nature et la biodiversité. C'est pas complètement faux, c'est sûr, mais j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il faut se méfier, et en tout cas pas en rester là. Il suffit pas de sortir l'homme de la nature pour maintenir la biodiversité. C'est surtout ça le message. Même si vous enlevez les hommes de la planète, et la planète elle a existé très longtemps sans les hommes, c'est pas pour autant que la biodiversité était stable, parfaite, etc. Et j'en dirai un petit mot avant. Aujourd'hui, dans nos activités, il y a beaucoup d'espèces et une biodiversité ou d'espèces ou de diversité à l'intérieur des espèces qui, au contraire, finalement, a été améliorée par l'homme. Donc, moi, je peux vous donner quelques petits exemples. Alors, par exemple, un exemple que j'aime bien, là, où j'ai été il n'y a pas longtemps, la truffe noire de Provence. Vous voyez, la truffe noire du Périgord, on connaît, bon, c'est la même espèce. Et pendant très longtemps, elle a été récoltée à l'état sauvage. Parce qu'on est dans des zones méditerranéennes où la garrigue ou les chênes verts, la pousse, sont récoltés en taillis. Les gens font leur bois de chauffage depuis le Moyen-Âge, enfin depuis que l'arc méditerranéen, même avant, il a été habité très tôt. Et donc les gens ont entretenu ces espaces, et donc ces milieux étaient par nature assez ouverts. La truffe, elle a besoin de milieux ouverts. Elle a besoin que le soleil arrive, tape directement sur le sol. En plus, elle a besoin de sol calcaire, elle a besoin de certains dosages en humidité. Au XXe siècle et au XXIe siècle, urbanisation, on a dit, du coup, les milieux se referment. Donc la forêt gagne. Alors vous allez me dire, c'est super, la forêt gagne. Ben non, pour la truffe, c'est terrible, en fait. Donc la truffe sauvage disparaît. Voilà un exemple d'érosion de la biodiversité qui est lié au fait que l'homme a arrêté de faire son bois de chauffage et de se promener dans cette garrigue. Alors l'homme n'ayant jamais toujours plus d'un tour dans son sac, aujourd'hui, vous avez une trufficulture, une culture de la truffe, du coup, qui s'est développée dans ces régions, parce que quand même, la truffe, ce serait dommage, c'est bon, quoi. Mais la truffe sauvage n'existe plus quasiment. Voilà. Après, d'autres exemples bien connus, c'est si vous regardez les genres Triticum ou Zea, donc c'est les genres qui ont donné lieu au blé et au maïs, il est très vraisemblable, enfin c'est même certain que si on avait laissé ces genres se développer uniquement naturellement, il y aurait eu une sélection naturelle finalement plus forte et on aurait convergé vers une diversité, en tout cas taxonomique, beaucoup plus faible que ce qu'on a aujourd'hui. Un exemple peut-être qui vous parlera plus, regardez le nombre de races de chiens. Le chien a été domestiqué, je crois, il y a 15 000 ans, un truc comme ça. Si on avait laissé les chiens se développer à l'état sauvage, c'est sûr qu'il y a plein de chiens domestiques, des chiens de compagnie, qui n'auraient aucune chance dans la nature. Donc finalement, l'homme, il ne diminue pas forcément la biodiversité. N'empêche que, si on revient sur des choses globales, oui, globalement, la biodiversité diminue et on nous parle de cette, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là, de la 6e extinction. Alors pourquoi la 6e extinction? C'est parce que dans les temps géologiques, on a constaté qu'il y a eu 5, pour l'instant, périodes où on a eu des extinctions de masse des espèces. Ça veut dire quoi? Alors les espèces, comme on sait dans les temps géologiques, on regarde dans des sédiments fossiles, en fait, et puis on a des moyens de savoir... Ici, c'est des métriques un peu compliquées, mais d'arriver à compter combien il y avait d'espèces. Alors c'est sûr qu'on en rate plein, mais on a quand même des indicateurs à peu près fiables. Et donc, à des moments, on s'aperçoit qu'il y a des périodes où des nombres d'espèces importants ont disparu.
Alors, de toute façon, une espèce, hein, on dit qu'elle dure de l'ordre de 5 à 10 millions d'années. Donc une espèce, normalement, elle ne dure pas non plus éternellement. Mais il y a des périodes, comme ça, dans les temps géologiques, on a eu des extinctions massives. Et ça a toujours été à cause de changements climatiques, donc des périodes glaciaires, des éruptions de volcans, ou alors on parle de la météorite, vous savez, qui a tué les dinosaures là, il y a 65 millions d'années. Voilà. Et la 6e extinction, c'est un phénomène de même ampleur, de même nature. Simplement, on l'associe aux activités humaines et au fait que peut-être qu'on est un petit peu trop nombreux, en tout cas sur cette planète, mais c'est sûr qu'on a le même effet finalement que ces extinctions qui existaient. Alors, je ne vous ai toujours pas dit pourquoi il fallait protéger la biodiversité. Je vous ai dit qu'en ce moment, en tout cas par nos activités, même si on pouvait dire que ce n'était pas toujours catastrophique, l'homme, mais globalement, quand on raisonne dans le global, si on est quand même un petit peu catastrophique, au moins sur la diversité des espèces. Alors, j'ai aussi osé vous dire que pourquoi on protégeait la biodiversité, c'est une vision très utilitariste, la biodiversité, mais en tout cas moi je l'assume. C'est pas juste parce que c'est mal de tuer, c'est aussi parce que la biodiversité, ça a une utilité, ça nous sert à quelque chose. Et comme dit Nicolas dans ce qu'on avait dit quand on a préparé, c'est l'assurance. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, incertitude, risque, on va vers des avenirs qu'on n'a jamais vus, quoi. La biodiversité, c'est l'assurance contre les risques. Alors, je vais vous donner des exemples concrets. Hein. Une étude Arvalis, l'Institut du végétal, sur le blé tendre. On observe depuis quelque temps des stagnations de rendement qu'on est capable de relier au changement climatique. Donc voilà, les gens ils plantent du blé et ils récoltent moins de quintaux de blé qu'avant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour reconquérir ces quintaux de blé ? Eh bien, une des solutions, quand on y réfléchit, qui paraît évidente, c'est jouer sur la diversité génétique qui existe au sein de l'espèce blé, parce que dans le blé tendre, vous allez avoir certains génotypes qui vont être plus tolérants que d'autres à la sécheresse. Et donc, en effet, hein, l'étude, elle dit que... Alors, ça ne fait pas non plus des miracles. Hein. Il ne faut pas imaginer qu'avec ça, vous allez réussir à faire pousser du blé dans des endroits sans eau. Voilà, vous n'arriverez jamais à faire pousser du blé sans eau. Mais on peut montrer qu'il y a des génotypes qui vont perdre 10%, moins de 10%, enfin, qui auront des 10% en plus de rendement dans des situations de manque d'eau. Voilà. On peut aussi imaginer de choisir des variétés plus précoces. C'est-à-dire, ça, c'est une idée de rendement, mais on peut aussi imaginer décaler un peu le cycle des cultures, puisque l'agriculture, c'est saisonnier. Donc, imaginez qu'on va faire pousser ces blés à des moments où il y a moins de sécheresse. Voilà. Donc voilà deux exemples. Alors un autre exemple, que j'ai piqué à des travaux de recherche, c'est un travail de chercheurs chinois sur des cultures de variétés de riz dans des agricultures traditionnelles du Yuanyang en Chine. Alors on est dans des endroits avec une agriculture un peu traditionnelle, donc les chercheurs observent et ils voient que les gens cultivent des variétés de riz différentes, qui ont différents systèmes immunitaires et qui donc réagissent différemment à des maladies. Et en plus, ils observent que les gens s'échangent ces variétés entre les villages. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sélection, mais en plus, on a un échange de variétés. Je pense que ça existe chez nous avec les variétés paysannes ou des trucs comme ça. Alors, les chercheurs, ils observent ça et ils s'aperçoivent que ça a un effet assez extraordinaire, c'est que ça rend ces cultures résistantes aux maladies. Et ils sont capables de l'expliquer parce qu'ils s'aperçoivent que la structuration du pathogène et la structure génétique, en recherche, ils regardent la coévolution entre le pathogène et puis le riz. Ils s'aperçoivent que finalement, de diluer des génotypes résistants au milieu des autres, ça rend finalement l'ensemble beaucoup plus résistant que si on avait fait finalement la méthode traditionnelle. On cherche le génotype qui est le mieux. Hein, on n'en a qu'un, alors il est mieux au sens qu'il produit plus, etc. Mais si jamais il y a un nouveau pathogène qui arrive, il se fait ratiboiser, quoi. Et on peut aussi montrer, parce que vous allez me dire, oui, mais perdre du rendement quand même, et puis c'est quand même pratique d'avoir un peu la même chose sur une grande surface en agriculture. Alors on peut aussi montrer qu'il y a une espèce d'optimum, c'est-à-dire que certes, quand vous allez mélanger des choses différentes, vous allez perdre un peu de rendement, mais on peut montrer que finalement, ce que vous allez gagner, parce que vous aurez moins de risques sanitaires, on comprend bien, il y a une espèce d'optimum, c'est-à-dire qu'il y a une surface optimale, c'est-à-dire que si vous dépassez cette surface, là, vous allez avoir trop de risques, donc vous risquez trop de tout perdre, donc finalement, votre rendement ne sera pas intéressant. Par contre, si vous faites des surfaces trop petites avec plein de trucs différents, c'est quand même pas très optimal, vous pouvez oser augmenter un peu. Donc voilà, ça, les chercheurs se posent des questions comme ça. C'est quoi cette surface
optimale, au-dessus de laquelle le bénéfice, alors un bénéfice tout bête de rendement de culture, plafonne. Alors je vais finir sur la biodiversité, j'ai encore 5 minutes, parce que je voulais insister On est en train de déborder un peu. Là. Je voulais insister sur la biodiversité du sol, parce que je sais que c'est cher à Dominique. Donc il y a un quart de la biodiversité de la planète est dans les sols. Dans les sols, il y a beaucoup de vie, il y a des grosses bêtes, là, comme les vers de terre, etc., puis jusqu'à des toutes petites choses, des bactéries, etc. Là aussi, la métrique n'est pas évidente, en fait. Comment vous quantifiez que la biodiversité du sol, elle est mieux à cet endroit-là, ou moins bien, etc. Alors, je ne sais pas, on pourrait peser, par exemple. Alors, moi, j'ai lu que sur une prairie permanente, on peut avoir 8,5 tonnes par hectare de biomasse vivante, en fait, dans un sol, ce qui est assez considérable. Mais en fait, ce qui va être très important, c'est ce qu'on va appeler la diversité fonctionnelle. C'est-à-dire que cette vie, elle va intéresser l'agriculteur et l'agronome parce qu'elle fait de la fertilité et elle permet au sol, un sol vivant, c'est-à-dire un sol qui fonctionne bien. Donc, parce que ces bestioles qui sont dans le sol, elles sont à l'origine de modifications chimiques, elles minéralisent le sol, donc elles créent des choses à manger pour ce qu'on fait pousser dans le sol, des modifications chimiques, ou aussi elles régulent aussi le système, puisqu'on a des parasites ou des symbioses qui aident tout ça à fonctionner. Et là, vous tombez sur un message très courant, mais que Dominique a déjà dit, c'est un sol vivant, c'est la base de la fertilité et du bon résultat des cultures. Plus difficile, par contre, d'avoir une métrique pour dire comment on relie la biodiversité du sol de façon très précise. Est-ce qu'il faut compter les espèces? Est-ce qu'il y a des espèces? Là, je pense que c'est encore des travaux de recherche pour dire c'est quoi le meilleur fonctionnement. Et donc, je vais conclure sur le One Health, puisqu'on m'a demandé aussi d'aborder ce sujet que j'aime beaucoup. Donc, une seule santé. Une seule santé. La santé, c'est vachement important. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout chercheur en santé, et on est toujours un peu vexé parce que la médecine a toujours dominé les autres sciences, en fait. Donc, et vous comprenez pourquoi. Si vous demandez aux gens, si je vous demande qu'est-ce qui vous importe, je pense que ce qui vous importe, c'est votre santé, peut-être celle de vos enfants, d'ailleurs, mais la santé, c'est important. Et depuis, il n'y a pas si longtemps que ça, et Covid l'a bien montré, mais pas que, on a bien compris que la santé humaine et la santé animale étaient profondément liées, parce que, par exemple, il y a plein de pathogènes de virus qui sont dans les animaux et qui se transmettent à l'homme. Mais moi, pour moi, alors donc ça, c'est la version un peu habituelle, on va dire, d'une seule santé. C'est lié à la santé des animaux et la santé des hommes. Mais moi, je pense c'est bien au-delà, en fait. Une seule santé, c'est... D'abord, la santé, c'est pas seulement être malade ou pas, c'est aussi être bien. Donc, il y a des notions de bien-être, il y a des notions de bien fonctionner. Et du coup, c'est aussi la santé des végétaux, c'est aussi la santé de toutes ces petites bêtes du sol, même si profondément, c'est pas forcément celles-là qui vont vous rendre malade. Voilà. Donc, santé de tous. Là aussi, une vision, on va dire, systémique, c'est qu'on ne peut pas s'intéresser, on ne peut plus sectoriser en disant on va faire que de la recherche médicale parce que là, notre santé à nous importe. On doit s'intéresser à la santé globale, y compris de l'environnement en général. Voilà. Merci, Myriam Fournier. Une courte conclusion à présent. Dominique Potier, vous prenez le micro ici plutôt? Ou vous allez au plus vite comme vous voulez. Ok. Vous souhaitiez cette intervention en 3 temps, on va le préciser, parce que précisément tout est lié. Et donc, voilà, c'était important pour vous que vous soyez tous les 3 réunis ce soir. Donc, un temps de conclusion, normalement le micro marche, mais écoutez, je vous passe le mien. Oui, ce qu'on voulait, à travers ces 3 entrées sur les questions alimentaires et agricoles, c'est montrer que justement tout était lié. Et moi, je l'ai redécouvert, alors pas seulement sur le plan scientifique, sur le plan de la biologie et des quantités de carbone, des arbitrages entre l'alimentation et l'énergie, mais également sur le plan de l'organisation de nos sociétés. Et je vais terminer simplement, puisque le temps court et qu'il faut privilégier le débat avec vous, sur cette découverte que j'ai faite avec Pierre Blanc, qui est géopolitiste, je l'ai évoqué tout à l'heure, et qui a travaillé avec nous sur la question du partage de la terre à l'échelle de notre pays, qui connaît de grandes dérégulations sur le plan de l'organisation du foncier aujourd'hui, dont nous sommes témoins aujourd'hui, qui ont des conséquences physiques immédiates d'appauvrissement de nos sociétés et de nos sols partout sur nos territoires, mais qui sont, à l'échelle du monde, absolument tragiques. La FAO, il y a 2 ans, chiffrait à près de 30 millions d'hectares, soit la surface agricole utile peu ou prou de la France, les terres qui avaient été accaparées par des puissances financières ou pour faire des compensations carbone pour qu'on puisse continuer à avoir nos modes de vie ici. Donc, près de 30 millions d'hectares distraits à des communautés paysannes et sortis des récits alimentaires.
Et il expliquait que finalement, quand il observait sur 2 siècles, qu'il regardait le Moyen-Orient, qui est sa spécialité, quand il regardait l'Afrique subsaharienne, l'Afrique australe, il regardait l'Asie et l'Europe, il observait, et notamment sur la comparaison Amérique du Sud, Amérique du Nord, que partout le foncier avait été partagé, régulé par la puissance publique, considéré comme un bien commun confié de génération à l'autre de manière équitable et proportionnée. Nous avions des systèmes démocratiques et des sociétés qui avaient relativement peu d'inégalités. Qu'à contrario, les sociétés autoritaires et ultralibérales, et ça nous dit quelque chose aujourd'hui sur nos adversaires de cet instant, autoritaires et ultralibérales, Bolsonaro, Poutine et d'autres, sont des sociétés qui génèrent des phénomènes de concentration des richesses premières, de la première des richesses qui est la terre, pas seulement comme alimentation, mais comme énergie, comme ressources minérales, comme source de toute vie. Ces systèmes-là créent des sociétés fracturées et profondément inégalitaires. Donc il y a un lien entre démocratie, prospérité et partage de la terre. C'est ce qu'on observe sur la longue durée dans nos sociétés. C'est une véritable parabole et je voulais vous la livrer aujourd'hui. Et puis pour moi, le moment de bonheur extraordinaire, c'est quand on a mené le combat à l'Assemblée contre la réintroduction des néonicotinoïdes dans la culture de la betterave. Moi j'ai noté, j'ai fait un papier, on a expliqué que si on mettait simplement l'équivalent de la taxe soda, qu'on l'a doublé pendant 3 ans, on trouvait les 300 millions d'euros qui permettaient de maintenir l'emploi dans l'industrie sucrière, pour garder notre souveraineté en sucre en Europe, chez les producteurs et dans tout l'amont et l'aval pour compenser les pertes, le temps que cette mesure agroécologique qui permettait de se passer des néonicotinoïdes soit mise en œuvre. Il faut 3 ans pour les mettre en œuvre. Il y a un temps de transition qui n'est pas très long, c'est 3 ans. Et la plus étonnante, au-delà de la chimie végétale, je ne vais pas vous refaire le génie génétique, etc. Je ne vais pas vous repasser tout ça, on n'est pas là pour ça. C'est la mosaïque paysagère. La mosaïque paysagère, qui est la diversité sur un espace donné, non seulement la succession des cultures sur une même parcelle, mais la diversité. C'est pas pour rien qu'on a mis Maurice, tu as remarqué que c'était chez toi quand même, c'est le bois d'Anon, on est dans le Saint-Ouen. C'est pas un écomusée, c'est le laboratoire du futur, ce que vous voyez là. C'est un ensemble de champs, de cultures, de haies, de forêts, de pâtures et de cultures diversifiées, même si le premier plan est sur une série, vous l'aurez noté. C'est ça qu'on a voulu mettre en valeur comme message aujourd'hui. Cette mosaïque paysagère, c'est l'arme numéro 1 pour assurer une productivité bas carbone, c'est-à-dire sans pesticides, sans engrais azotés, dont il faut rappeler qu'il faut 0,7 litres de gaz russe pour fabriquer 1 kg d'ammonitrate, d'ammonium nitrique, et que l'Ukraine aujourd'hui, pas l'Ukraine, la Russie, produit 40% de l'ammonitrate mondial. Donc on voit les niveaux de dépendance qui sont les nôtres, au-delà même des questions de coût de l'énergie dont je parlais cet après-midi avec des paysans réunis à Saint-Tray. Donc vous voyez bien cette question de la mosaïque paysagère comme facteur de résilience et de productivité. Eh bien cette mosaïque paysagère, elle est le fruit d'une génération nombreuse, d'une terre partagée et d'une relève générationnelle. Si vous n'avez pas de cette relève générationnelle, alors qu'un paysan sur 2 va partir en retraite, grosso modo, dans les 15 ans qui viennent, eh bien vous avez un paysage qui s'appauvrit, une société qui s'appauvrit, une économie agricole et une sécurité alimentaire qui s'appauvrit. C'est un des messages qu'on voulait partager ce soir. Ça a même été théorisé, je le disais à l'instant à Yves, la taille idéale de la parcelle permettant à toutes les combinaisons, c'est 4 hectares, c'est un équilibre économique, c'est mieux en dessous, mais moins c'est difficile sur le plan économique. Et cette idéal a été proposée dans la politique agricole commune, elle n'a pas été retenue parce que ça heurtait les pratiques habituelles, mais cette question de la diversité des cultures, la diversité des opérateurs, c'est la richesse même d'une société et c'est une force écologique, économique et sociale. Le partage, la justice semble être la solution majeure, la réduction des inégalités et la justice semble être la solution écologique majeure. Tout est lié, effectivement. Merci beaucoup, Dominique Potier. On va pouvoir passer à un temps d'échange à présent avec vous, mais aussi avec les personnes qui nous regardent actuellement à Jarny. C'est pour ça que je tiens mon téléphone portable, parce qu'elles doivent m'envoyer des questions par SMS. Il y a un micro qui va circuler dans la salle. Donc je vous invite à lever la main, tout simplement, pour poser des questions, soit aux 3 personnes ici présentes, soit en interpellant directement Yves Leroux, Myriam Fournier ou Dominique Potier. Alors je vous fais juste une proposition.
toute simple. Essayez d'avoir des interventions relativement courtes, que ce soit pour poser une question ou pour formuler une réflexion, parce que vous allez le constater, si vous traînez un petit peu, au bout d'un moment, vous allez entendre des voix s'élever autour de vous et des gens s'impatienter. Donc essayez d'être synthétique et aussi d'être accessible si par hasard il y a parmi vous des spécialistes, des agronomes ou des étudiants, parce que si on entre dans quelque chose de très technique, moi le premier, on va tous être perdus, je pense. Allez-y. Merci. Tout d'abord, merci à tous les trois pour avoir ouvert ce débat. Et puis, je vais essayer d'être très bref. Donc, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est un point que j'ai certainement mal compris quand vous évoquez en fait l'existence et justifiez l'existence de différents scénarios en disant qu'ils sont dus à des incertitudes. Moi, j'avais l'impression quand on faisait des scénarios, ils étaient basés sur des hypothèses et que ces scénarios-là, eux-mêmes, on savait évaluer l'incertitude à l'intérieur de chacun des scénarios. Donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas compris et moi, il me semblait, par exemple, les rapports du GIEC que j'ai pris le temps d'éplucher, c'était basé sur des hypothèses et des décisions sociétales et non pas sur des incertitudes. Les incertitudes sont prises en compte à l'intérieur de chacun des scénarios. Donc, voilà, c'était ma première question. Vous pourrez expliciter peut-être après. Et j'en avais une autre pour Dominique Potier, qui a participé donc, à beaucoup de rapports, comme par exemple les rapports que vous avez cités. Et puis, on voit aussi les rapports du GIEC. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'on se heurte à un manque de décision politique. C'est-à-dire que maintenant, les citoyens sont conscients de ça, les politiques en sont conscients. Et on atteint une limite qui est certainement une limite économique, mais vous avez certainement une meilleure explication que celle-ci à nous donner sur l'inefficacité en fait, des rapports et de la prise de conscience qui finalement se traduit très peu en décision. On commence par la question donc, sur les scénarios. Oui, alors, j'ai été trop vite, mais je veux dire, la représentation un peu classique de l'incertitude quand elle n'est pas trop grande, c'est celle que vous dites. C'est-à-dire que j'ai une valeur moyenne et puis je mets une barre d'erreur autour, en gros. Et puis, il y a un moment, on voit bien qu'on part dans les choux parce que la barre d'erreur, elle est trop grande. Donc la valeur moyenne, elle n'a plus de sens en fait, si vous avez une barre d'erreur. Donc à ce moment-là, on est obligé en effet de raisonner par hypothèse, sachant que ces hypothèses ne sont pas certaines. Hein. Et par principe, du coup, on commence à faire des scénarios, c'est la base de la prospective, qui est particulièrement adaptée quand on est en condition d'incertitude. Si vous raisonnez dans un avenir relativement proche, par exemple, et vous n'avez pas beaucoup d'incertitude, vous n'avez pas besoin de faire des scénarios, parce que finalement, votre système, vous savez où il va, et il y a toujours une incertitude, en effet, qu'on est capable de chiffrer. Mais l'approche par scénario, elle devient absolument essentielle quand justement ça ne suffit plus, quoi. Donc, et c'est le problème du climat à long terme, c'est le problème de ces scénarios alimentaires ou sociaux, tout ça qui sont... Et là par contre où je voulais vraiment insister, c'est qu'il ne faut pas imaginer que des scénarios c'est pour prédire le futur, hein. C'est pour encadrer le futur, sachant que ce qui va vraiment se produire, c'est certainement entre tout ça, quoi. Merci beaucoup. Je vous invite à passer le micro. Non, on sait, on a une révolution culturelle qui s'est faite aujourd'hui. Hein, si vous traversez le salon de l'agriculture, moi je l'ai fait pendant une petite journée, sous différents statuts, comme député, aussi comme copain et visitant des éleveurs et les gens du territoire, etc. Tout le monde aujourd'hui, enfin, je peux en témoigner, il y a 20 ans, il y a des mots qui étaient tabous, qui aujourd'hui sont repris par tout le monde. Donc on pourrait dire la révolution culturelle elle est faite, tout le monde est devenu écolo, environnementaliste, toutes les allégations des produits sont à peu près dans le sens là. Bah, il y a une part de mensonge et il y a des vrais conflits d'intérêts. Donc on est dans le dur là. Si on est dans le dur, il faut dire qu'aujourd'hui il y a des intérêts économiques qui constituent un véritable frein au changement. C'est pas parce qu'une société a pris conscience d'un sujet que le changement s'opère. Donc il y a là un des freins, à mon sens, entre la prise de conscience et l'action, c'est le poids du politique par rapport aux lobbies économiques dans leur diversité, d'une part, et d'autre part, pour les citoyens, les élus ensemble. Alors le mot est un peu compliqué, j'en cherche un meilleur, hein, mais je vous le livre comme ça, et puis vous allez m'aider à en trouver un plus simple, ce que j'appelle une maîtrise des transitions, c'est-à-dire une capacité à mesurer mieux qu'on le fait dans les conséquences des transitions. Moi, le moment où j'ai trouvé ça assez génial, c'est le rapport RTE. Il y a le rapport ADEME, il est très bien. RTE a un défaut, c'est qu'il mesure uniquement les flux énergétiques et il n'intègre pas la biomasse et d'autres choses. Mais RTE posait des scénarios de cohérence. Et là, moi, j'ai vu les communistes plutôt pro-nucléaire, les écolos plutôt anti-nucléaire, tout le monde bougeait les lignes. Parce que... Oh, pardon. Je disais, j'ai vu tout le monde sortir de ses postures idéologiques premières. Je vais donner deux exemples, je pourrais parler des Républicains, etc., peu importe. Parce que RTE nous disait, si vous voulez cette part de nucléaire, alors, ou cette part de ceci et de cela, acceptez de vivre à 3 générations dans la même maison, de réduire de 30% vos déplacements,
de manger moitié de viande, etc., etc. Et alors, effectivement, vous pouvez faire ce choix en cohérence. Et chacun était amené à se dire, mais il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui s'opérait en cohérence. On avait un instrument de mesure par RTE. Moi, j'ai souhaité que RTE vienne faire un débat, malheureusement, avec la réserve électorale qui tombe dans quelques jours. RTE n'a pas pu monter avec Mathieu Klein, le département et tous les copains des communautés de communes. Ce grand débat avec RTE et l'ADEME, on l'aura. Enfin, ceux qui seront là l'auront. En tout cas, on va l'organiser cet automne parce qu'il y aura un grand débat national. Barbara Pompelli l'a annoncé sur les questions d'énergie. Les questions d'énergie seront des questions d'alimentation. Elles nous amèneront à faire des choix en cohérence. Tant qu'on ne les traduit pas dans des modes de vie et des conséquences pratiques, on a du mal à se prononcer. Donc on est en train de progresser sur cette modélisation et ces choix-là. Et après, c'est aux citoyens et aux politiques d'assumer des choix. Moi, pour ma part, j'essaye de trouver ces chemins politiques. Je vais vous donner un exemple. Sur la question de la photovoltaïque ou de la méthanisation, j'en ai partagé avec des ministres, avec Yves, avec tout le monde. J'ai produit des écrits simples, accessibles à tous, qui permettent de montrer un arbitrage. Et après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. On sort des postures, on sort des guerres de tranchées, on propose un chemin de transition qui permet de concilier une production alimentaire, une production énergétique dans un équilibre assumé. Donc notre boulot de politique, c'est de trouver ces chemins, d'en montrer la mesure, le jalonnement, le processus, et de le proposer. Et de ne pas être enfumé par tout un green, comment on appelle ça, oui, du greenwashing, hein, c'est-à-dire des gens qui se proclament tous faire de la bioéconomie, de l'écologie, etc., mais en fait veulent que tout change culturellement pour que rien ne change dans la pratique. Hein. Donc il faut faire la vérité, et il faut créer des rapports de force, ça s'appelle le combat politique, hein, et il vous concerne autant vous que moi, quoi. Enfin, j'y prends ma part, vous prenez la vôtre. Voilà. Mais c'est vrai qu'entre les états généraux de l'alimentation, dont j'ai montré la hauteur de vue, hein, on part quand même du Green Deal européen, on part de tout ça, et on atterrit sur la loi Egalim, il y a un monde énorme, il y a un fossé. Et ce fossé, on fait des soirées comme ça pour le combler. Question au premier rang. Oui, monsieur le député, vous avez rapporté que vous étiez force de proposition en matière d'accaparement des terres agricoles. Ma question, elle porte sur le rôle des SAFER. Et ne faudrait-il pas, devant les difficultés d'accès des jeunes à la terre, et en particulier des jeunes non issus du monde agricole, ouvrir les conseils techniques des SAFER à des représentations citoyennes, puisque n'y siègent que des agriculteurs, des représentants de syndicats, des chambres d'agriculture. Enfin, la profession y est surreprésentée. Ne faudrait-il pas ouvrir ça à la représentation citoyenne? Et puis alors une question au professeur Leroux sur le rôle de la viande cellulaire. Vous n'en avez pas du tout parlé et je pense que vous auriez beaucoup de choses à nous dire en la matière. Donc voilà les deux questions. La viande cellulaire, c'est ouais, ça, ouais, je vais répondre. Pas manger moins de viande. Ouais. Il m'appelle professeur, mais d'habitude il me tutoie, donc voilà. Alors voilà, la viande cellulaire. Vous avez peut-être entendu parler. Hein, il y a un certain nombre. Donc, il y a un certain nombre d'associations de protection animale, pour ne pas les citer, hein, qui disent que l'avenir, c'est d'arrêter de manger de la viande et d'aller sur la viande cellulaire. Bon, pour ne pas la citer, L214. Vous voyez, j'ai fait un tour de passe-passe, là. Qu'est-ce que j'en pense ? Je ne vais pas poser la question d'un point de vue moral, parce qu'après tout, chacun a choisi ce qu'il a envie de faire. Je vais la poser d'un point de vue purement scientifique. Ça tombe bien, dans notre laboratoire, nous faisons de la culture cellulaire. C'est-à-dire que nous utilisons les cellules pour nos recherches scientifiques, pas pour produire des hamburgers. Et donc, pour faire pousser des cellules de mammifères, il faut des acides aminés, il faut des antibiotiques, il faut du sérum de veau fœtal. On n'a toujours pas trouvé un substitutif, mais ils disent qu'ils vont le trouver. Et quand vous faites le bilan énergétique pour produire ces quelques grammes de viande aujourd'hui, il est absolument catastrophique. Et en plus, votre beefsteak va vous coûter 10 000 €. Donc, la viande cellulaire, mais je prends le risque de vous le dire devant vous, là. D'ailleurs, j'ai pris le risque avec un certain nombre de collègues, ne se fera pas. Les GAFAM
On a mis des milliards dans ce truc-là. C'est une pompe à fric. Et d'ailleurs, il y a les premières entreprises aux États-Unis de viande cellulaire qui sont en train de se casser la gueule. D'un point de vue biologique, pour tous ceux qui ont un petit peu de formation biologique, c'est insensé. Produire de la viande dans des fermenteurs, oui, dans Terminator, ça marche bien. Mais produire de la viande en quantité telle qu'elle pourrait venir se substituer à ce qu'un petit poulet fait tout seul en grattant, c'est juste prendre les gens pour des imbéciles. Pour des questions purement énergétiques et de bilan énergétique des systèmes. Et après, on peut parler de morale et d'autres choses. Bon, désolé, on a des petits problèmes d'interférence visiblement avec le micro. Je repasse celui-là. Tu l'as éteint, celui-là ? Tu l'as éteint ? Ouais, je ne vais pas me dégonfler, hein. J'ai écrit tout ce que j'avais à écrire là-dessus. J'ai mené un combat très rude à l'Assemblée. On en a gagné un sur le devoir de vigilance des multinationales et on a pour l'instant perdu celui sur le foncier. Pour moi, il y a une double responsabilité. Vous évoquez la question politique. Si la profession veut une réforme foncière, elle aura une réforme foncière. Ça ne coûte rien, ça coûte juste du courage politique. Il y a des intérêts, ceux des propriétaires, de ceux qui s'agrandissent, et puis il y a l'intérêt général. Il faut trancher. Pisani, dans les années 60, a tranché. Il a choisi le fermage, les affaires, la régulation. Aujourd'hui, une affaire sur deux sur trois passe à côté des mécanismes de régulation habituels, par le mécanisme sociétaire et par le travail à façon. On ne va pas développer, ce n'est pas forcément l'objet ce soir, mais il y a un bouquin qui en parle, il y a des documents, tout ça sera en ligne, vous pourrez aborder. Donc aujourd'hui, on se moque du monde. Tous les principes d'après-guerre qui ont fait la prospérité de l'agriculture française, fondée sur le travail plutôt que sur le capital, sur l'esprit d'entreprise plutôt que sur la rente, sont aujourd'hui abolis par des phénomènes d'accaparement qui, encore une fois, à la fin, sur le territoire, produisent moins de richesses qu'une agriculture partagée, une agriculture nombreuse. Donc ça, c'est un problème de rapport de force politique. Et moi, quand le ministre me dit la profession ne voulait pas, et quand la profession me dit le ministre ne voulait pas, il y a l'un des deux qui manque, ou les deux qui manquent, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne s'est pas fait, je l'ai assez dit partout, je l'assume ici, c'est un combat que j'espère poursuivre. Voilà. Avec d'autres, avec Terre de Liens, avec des mouvements, une partie du syndicalisme, y compris du syndicalisme majoritaire qui le veut, etc. Bon. Donc cette question-là est toujours ouverte. Avant de parler des affaires, il faut d'abord combler les mécanismes de dérégulation. Tant qu'on n'a pas défini ce qu'était un actif agricole pour de vrai, on ne sait pas, tant qu'on peut d'une agriculture de rente, parce que, pardon, oui. Si au lieu de prendre votre retraite, alors même si jamais ça a été amélioré dans la dernière PAC, puisqu'on ne pourra pas être retraité et bénéficier des aides de la PAC, mais chaque fois que vous décidez, ou des paysans d'opérette qui ne travaillent pas et qui ont simplement hérité d'un domaine et qui ont de paysans que le titre, qui bénéficient des aides de la PAC et qui vont faire leur travail par une entreprise de travaux agricoles, tant qu'on n'aura pas défini ce qu'est un actif agricole dans le code rural et ce qu'est une entreprise de travaux agricoles et un travail à façon, on n'a pas d'instrument pour réguler. C'est une question de volonté politique. Tant qu'on n'aura pas rendu transparente le phénomène sociétaire, que les autres sociétés et que les autres actifs agricoles dans l'accès et le droit au foncier, alors on aura une voie royale pour l'agrandissement à côté de ceux qui sont dans des systèmes coopératifs et transparents. Donc c'est une question, encore une fois, de choix. Et d'abord, il faut faire ça. Ensuite, vous avez raison, il faudra créer un livret vert pour l'installation, il faudra des mécanismes d'incitation à l'encouragement du portage foncier. Il faudra faire tout ça, certainement. Mais il faudra réfléchir à ce moment-là, quelle est l'autorité publique qui fait ça. La délégation à la SAFER est interrogée par un autre modèle qui serait une autorité de type autorité de la concurrence, les autorités indépendantes comme elles existent, qui au nom de l'État et de l'intérêt général régulent le foncier. Il y a deux hypothèses. Moi-même, je n'ai pas tranché, donc je ne vais pas être péremptoire ce soir. Soit une autorité foncière contrebalancée par des forces sociales, notamment le monde paysan, pour éviter qu'il y ait une toute-puissance de l'État qui devienne aveugle, donc, question d'équilibre des pouvoirs. Soit une mission renforcée des affaires, mais mieux encadrée par l'État, qui aujourd'hui n'a plus de compétences pour réguler le marché du foncier. Et je voudrais corriger quelque chose que vous avez dit qui n'est pas juste. Il y a des collectivités et des associations environnementales qui sont présentes à l'intérieur des affaires. Il y a une diversité. La question de leurs compétences et de leur capacité à intervenir sur les dossiers avec cette bonne vision de ce que j'appelle les outils de la transition et la maîtrise des dossiers est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Donc là, la montée en compétences. Moi, j'ai une proposition. Quand on expérimente, je salue les élus du Saintois qui sont là. La communauté de communes du Saintois, et vous l'avez vu par ses caractéristiques, est témoin. Avec l'INRAE et la Chambre d'agriculture, on travaille à une modélisation numérique d'un territoire.
Si on le fait à l'échelle du Saintois, on pourra le faire à l'échelle du Scott, donc de tout le sud de la Meurthe-et-Moselle demain. La grande idée, c'est est-ce que le foncier ne pourrait pas être régulé comme le reste des sols? L'urbanisme a des règles de protection des sols qui sont gérées par les citoyens à travers des élus qui les représentent, etc. Pourquoi est-ce que le sol agricole échapperait à cette régulation-là? Donc l'idée la plus nouvelle, la plus novatrice que j'ai produite, c'est de sortir du corporatisme et d'une gestion de l'État défaillante, de défaillance dans la régulation du foncier, et de confier aux collectivités territoriales le soin d'orienter le foncier, non pas de le posséder, mais de l'orienter. D'avoir un cahier des charges pour dire un départ, une installation, deux départs, une installation, à chacun de le dire, le choix de maintien des infrastructures écologiques, des modèles écologiques, et d'avoir une politique de régulation du foncier en conséquence. Et pour la mesurer, pour avoir cette fameuse métrique des transitions écologiques et économiques, on est en train de lancer une étude qui permette de simuler, et je termine là-dessus, que chaque fois qu'on fera un choix agricole vers l'installation ou vers l'agrandissement, j'aimerais qu'on puisse mesurer comme citoyen et comme élu les conséquences pour le prix de l'eau 10 ans après pour les citoyens les plus pauvres du territoire, parce qu'il vaut mieux prévenir la pollution de l'eau que la réparer. J'aimerais qu'on puisse dire le nombre d'emplois et de valeur ajoutée économique qu'on a créés suivant un scénario ou l'autre sur le territoire. Et puis, puisqu'on est tous liés et qu'on est tous interdépendants, j'aimerais qu'on mesure ce que le Saintois, dans ses choix fonciers qu'il ferait demain grâce à cet instrument, aurait comme conséquence sur le rendement du mil dans l'Afrique subsaharienne, parce que 22 degrés, au-delà de 2 degrés Celsius, ce que nous annonce le GIEC, c'est une baisse de 20% du rendement du mil dans l'Afrique subsaharienne, et les NBT et toutes les nouvelles technologies du végétal n'y changeront rien. Sans eau, c'est 20% de baisse et c'est 100 millions de paysans. Et vous mesurez les désordres géopolitiques par rapport au djihadisme, aux migrations subies. C'est l'Ukraine puissance 10 qui se dessine dans les décennies qui viennent comme désordre géopolitique et comme insécurité collective, au-delà même de la souffrance humaine, si le rendement du mil baisse de 20% dans l'Afrique. Donc notre co-responsabilité, elle doit s'appuyer sur des instruments de mesure qui nous disent nous choisissons un modèle de développement, un modèle agronomique, un modèle écologique, un modèle social, qui est un modèle de survie pour notre humanité, pour notre territoire et pour la planète en même temps. Ça, je crois que c'est vraiment des actes politiques nouveaux que de créer ces instruments pour que, ici comme ailleurs, on puisse décider de notre destin et le choisir en vérité. Grâce à la science. Grâce à la science, pas sur des controverses idéologiques permanentes, mais grâce à la science et à la démocratie. Alors j'ai deux questions de la paroisse Sainte-Claire en Jarnisy, donc je les partage avec vous. Michel, tout d'abord, qui dit « Des scénarios construits en France, ok. Est-ce qu'il y en a dans d'autres pays ?» Et puis, une question, alors qui ne correspond pas à ce que j'ai compris tout à l'heure, mais je la partage quand même. Est-ce qu'une agriculture bio sans engrais avec un rendement divisé par 2 et réduction des surfaces exploitables est votre solution pour nourrir le monde? Voilà. Ça cogne. Alors, sur les scénarios, oui. Tous les pays européens ont produit leurs scénarios qui ressemblent à ceux que j'ai présentés. Et peu ou prou ont à peu près les mêmes logiques, parce que de toute façon, les chercheurs, qu'ils soient des Pays-Bas, de France ou d'Italie, ont les mêmes logiques. Soit on est sur des scénarios hyper technologiques, et ça, les gens des Pays-Bas adorent, par exemple. Soit on est sur des scénarios où la question de la sobriété est au cœur. Donc, il y a un très beau travail qui a été présenté par Christian Couturier de Solagro et qui compare les différents scénarios européens. Et globalement, quand on est sur les scénarios agricoles et alimentaires, on est très clairement sur le fameux renversement 2 tiers, 1 tiers des protéines végétales, protéines animales, quel que soit le pays, hormis ceux qui sont sur la technologisation, comme le scénario 4 de l'ADEME. Pour répondre sur la question du bio, c'est un vrai débat. C'est-à-dire que Dominique nous a présenté le scénario TIFA, 10 Years for Agroecology, qui est un scénario 100% bio à l'échelle de l'Europe. Voilà. En fait, c'est un scénario qui avait pour objectif de répondre, peut-on nourrir les Européens avec du bio? La réponse est oui, clairement. Alors après, il y a un deuxième scénario, et actuellement, ça discute ferme dans ces deux scénarios. Le deuxième scénario, c'est After 2050. Alors, je ne l'avais pas dit, mais je suis obligé d'en parler maintenant. Et ce scénario, il n'est pas 100% bio, il n'est que 40% bio. Vous avez une idée de combien on est aujourd'hui en bio? On est à 8. Donc passer de 8 à 40, c'est déjà un véritable progrès. Eh bien, ce scénario After, justement parce que la bio, de par ses principes, va nous faire une production de biomasse plus basse,
le scénario after dit nous, on va quand même sur un scénario écolo, mais moins extrême. Et par le changement de l'alimentation, eh bien, je vais pouvoir libérer des surfaces agricoles pour faire de la chimie verte, de l'énergie, etc. Voilà un petit peu les deux scénarios aujourd'hui qui sont en balance. Mais il faut être très honnête, ils sont tous les deux dans la même logique, une écologisation du modèle agricole, quel qu'il en soit, un changement de nos pratiques alimentaires. Après, 40% bio, 100% bio. Vous savez qu'aujourd'hui, avec 10% bio, on a saturé le marché du lait. Donc, il faut aussi qu'on fasse attention. Avec le pouvoir d'achat des gens qui n'augmentent pas, il faut qu'on soit vigilant, d'aller progressivement dans l'augmentation de ce marché bio. Aujourd'hui, vous avez 10 à 20% du lait bio qui retourne en conventionnel. Alors, est-ce que c'était anticipable? Non, parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui était quand même assez peu anticipable. Donc voilà, les deux scénarios existent. After, pour ceux que ça intéresse, TIFA. Et là, il y a un débat. Pour ceux que ça intéresse, vous tapez Université d'été, After et TIFA. Et gentiment, ils discutent avec vigueur entre eux sur quel doit être l'avenir. Je vais vous donner mon avis, même si vous en foutez. Moi, je suis plutôt sur un scénario de type After 2050. Parce que je pense qu'on va quand même avoir besoin de produire cette biomasse dans des quantités qui restent assez significatives. Oui, je voudrais répondre à Michel de Jarny qu'il n'y a pas un scénario TIFA ni After qui prévoit 50% d'effondrement de la productivité. Je rappelle les chiffres, c'est 30% en production végétale et c'est 40% avec le maintien des exports vers le Maghreb. La France garde son produit extérieur en exportation agroalimentaire. Ce n'est pas un point de détail, y compris sur les filières et les emplois qui sont sujets à cette exportation. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que moi, je ne sais pas, trancher entre TIFA et machin. Parce que la question de l'énergie et de la production d'énergie renouvelable est une question qui tangente la question de la sortie rapide du fossile et de l'affranchissement du nucléaire, même à 50%. Donc c'est un sujet qui mérite d'être approfondi. Et moi-même, je ne fais pas d'une certaine humilité. J'ai eu à faire une proposition comme président des États généraux sur les questions alimentaires. Fourche et Fourchette, c'était l'atelier que j'animais, l'atelier 11, qui a fait référence, qu'aujourd'hui, dans ses modalités, ses débats, fait encore référence dans le débat public agricole, à dire, dans la décennie qui vient, qui est une décennie capitale, parce que ce qu'on ne fera pas dans cette décennie coûtera 2 fois plus cher en réparation si on ne le fait pas dans la décennie qui vient. De dire qu'on arriverait à 30% de bio en 2030, 30% d'agroécologie qui pourrait, s'il était réformé, être porté par un label de type haute valeur environnementale 3, réformé, je ne dis pas l'actuel, réformé, donc la transition de l'agroécologie qui en gros ressemble à des bonnes pratiques, allongement des rotations, polyculture, élevage, etc. Et puis 30% qui resterait aujourd'hui sur un produit tel qu'actuel. Je ne dirais jamais bas de gamme, mais je dirais tel qu'actuel. Bon. Ce scénario en 2030 ouvre les possibles d'aller vers un 100% bio, ou pour des ajustements en politique énergétique, de permettre une production de biomasse plus importante. Pour relire et avoir eu le chercheur de TIFA ce matin par assurance, parce que 2 ans après une production, on peut avoir changé d'avis, il me dit qu'ils ne sont pas eux-mêmes braqués sur le fait qu'un peu d'engrais à sauter, quelques solutions pesticides de réparation sur des attaques de prédateurs ou sur un champignon, etc. et tout, ne sont pas exclus de leur scénario. L'approche scientifique, c'est de dire on arrête tout et est-ce que ça vole? C'est intéressant, donc ça permet de dire il y a une frontière. Après, l'INRA elle-même fait une recherche 100% zéro pesticide. Donc ils sont partis dans cette radicalité-là également. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire en 2030, en 2040 ou en 2050. Ça veut dire qu'on prend cette orientation et qu'on ajuste en fonction des situations alimentaires et des besoins énergétiques. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est une révolution. Alors juste un mot sur le marché bio. C'est 15 milliards, c'est le premier marché européen, le marché français. Il a doublé en 5 ans. Il a doublé en 5 ans. Moi, je considère que c'est un faux plat aujourd'hui, que la restauration hors domicile qui devait faire 20% dans la loi Egalim est entre 5 et 10%. Bon, il y a le Covid qui est passé, mais quand même, on n'est pas du tout au rendez-vous, qu'il n'y a pas de campagne de communication et qu'une des crises, évidemment, de la bio, c'est la crise du pouvoir d'achat. Et que cette question du pouvoir d'achat, c'est lié à l'inflation. On peut espérer que et aux crises actuelles, on peut espérer que ce n'est pas une fatalité. Et je redis toujours que sur les questions de pouvoir d'achat, ça renvoie aux questions des inégalités.
les 12% de revenus des ménages, quand vous êtes dans les 10% les plus riches, autour de 5 000 à 6 000 euros, ça représente 10% de votre alimentation. Vous mettez 600 euros dans le commerce. Quand vous êtes au SMIC ou dans les 2 premiers déciles, donc en dessous de 1 350 euros, ça peut représenter 250, 300 euros, mais ça représente à ce moment-là 20% de vos dépenses. Et je leur dis simplement que au-delà du facteur 12 fois le SMIC, si on repartageait aux 2 premiers déciles, ça ferait plus de 200 euros par mois. Il y a de quoi isoler sa maison, rouler écolo et manger écolo, quoi. Voilà, donc c'est une question de justice sociale avant que d'être une question d'agriculture ou de modèle alimentaire. Merci. Allez-y. Oui, quelques petites remarques rapides. D'une part, on entend beaucoup parler de nourriture, mais qu'en est-il de l'eau ? Je pense que nourrir 10 millions d'êtres humains, je pense que c'est important de regarder en quantité et en qualité ce que devient l'eau. On est bien placé, Dominique, pour parler de cette question-là. Deuxièmement, deuxième remarque qui est loin de celle-là, on est en train de travailler dans le Saint-Ouen sur le PLUI et on a le SRAET et le SCOT qui nous disent pas d'habitation en campagne. Moi, j'ai droit dans mon village à 1 maison, 8. Comment on va desserrer les villes? J'ai l'impression que le pont de Flavigny va encore être pris longtemps tant qu'on aura cette solution-là. Et troisième question, c'est le problème du changement de comportement. Le changement de comportement. Moi, j'ai fait de l'enseignement agricole pendant longtemps. On nous vantait les différents groupes agricoles qui allaient vers le club des 100 quintaux, etc. Et puis après, il faut changer de comportement pour s'adapter à la nouvelle situation. Et vous parliez tout à l'heure qu'on n'aurait peut-être pas assez de matières biologiques pour servir à la fois le biosourcé et l'alimentation. Il est sorti un décret ce matin ou hier disant que pour construire des écoles ou des bureaux, plus une pelletée de béton, uniquement des matériaux biosourcés, et peut-être qu'on ne va pas en avoir assez, comme tu le disais tout à l'heure, Yves. Voilà un peu 3 réflexions sur... On commence par la question de l'eau. Donc, comment la préserver, l'utiliser? Qui veut répondre? Je ne vais pas répondre. Ah. Je vais juste vous dire qu'il y a eu un Grenelle sur l'eau, un Varenne sur l'eau, qui est sorti. Donc, on a mis tous les acteurs autour de la table. Et aujourd'hui, il y a un débat très fort sur la question de l'irrigation. Sur des territoires comme le Grand Est, où, à part en Alsace, où il y a une nappe d'eau, on n'irriguait pas en Lorraine. À part le maraîchage qui a absolument besoin d'être irrigué, on ne pensait pas irriguer. Et là, aujourd'hui, vous avez des débats sur le fait d'irriguer des cultures à haute valeur ajoutée. Prenons un seul exemple. Et c'est un vrai débat. Hein. Quand je le mets sur la table, je n'ai pas dit que j'avais une réponse. On ne veut plus de soja OGM Amérique du Sud. On sait parfaitement produire du soja dans le Grand Est. La limite, c'est l'eau. Parce qu'en fait, le soja, il va avoir besoin de beaucoup d'eau sur une période très courte. Et s'il n'a pas cette eau, eh bien, il ne va pas pousser. Qu'est-ce qu'on a comme arbitrage collectif et citoyen sur cette question de l'eau? Est-ce qu'on irrigue? Est-ce qu'on n'irrigue pas? Est-ce qu'on met en place des réserves? C'est une vraie question. Alors après, on peut se dire, non, on ne veut pas d'autonomie protéique et on laisse l'Amérique du Sud continuer à... Donc c'est un vrai débat, la question de l'eau. Et aujourd'hui, elle n'est pas tranchée, parce que, comme disait tout à l'heure Dominique, on a des bagarres de chapelle. Il y en a qui veulent mettre des citernes d'eau et des cuves d'eau partout, et il y en a qui sont par principe, on n'en veut nulle part. Je pense qu'il y a un vrai débat, et pour ça, il faut pouvoir être éclairé sur les enjeux. Alors évidemment, irriguer du maïs pour faire 100 quintaux qui aurait un usage assez peu intéressant, on peut en discuter. Sur le soja, et ben d'ailleurs, nos amis alsaciens, c'est pour ça qu'ils deviennent aujourd'hui des gros producteurs de soja, parce qu'ils irriguent sur la plaine alsacienne. Donc la question de l'eau est une vraie question complexe. Je crois qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui. C'est un vrai débat citoyen, mais c'est pour ça qu'il faut que chaque citoyen soit éclairé sur ces questions. Sur la partie du concours des 100 quintaux, bon, bah, c'est fini. Les concours des 100 quintaux, c'est fini. Il faut savoir que l'azote minéral, dont on a un petit peu parlé, c'est ce qui fait pousser les plantes. L'azote minéral a eu un prix multiplié par 3 ou 4 en l'espace de 6 mois. Aujourd'hui, une coopérative ne peut plus acheter d'azote minéral sur le marché
il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'on va avoir des exploitants agricoles qui n'ont pas l'azote minéral pour leurs épandage de printemps. Et ça va être encore pire pour septembre. Pour info, le gaz qui sert à produire l'azote minéral, gaz fossile, valait 20 € le mégawattheure il y a 1 an. Aujourd'hui, il vaut 132 €. Voilà un chiffre. Ça veut dire qu'on a... Et là, d'un seul coup, on voit de nouveaux enjeux arriver, et c'est ce que disait Dominique, à un moment, cette autonomie énergétique qu'on n'a absolument pas aujourd'hui, il va quand même aussi falloir qu'on arbitre. La place du nucléaire, la place des énergies renouvelables, parce qu'au-delà de toute sobriété, qu'on soit clair, hein, la sobriété, premier facteur, ne suffira pas. Il faudra aussi arbitrer entre toutes ces énergies, et si possible, de manière... On a passé avec Dominique certains... réunions publiques sur certaines énergies, c'est parfois un peu compliqué. En fait, not in my backyard, hein, je ne veux rien chez moi, ça devient compliqué aussi de faire avancer les solutions. Vous parliez du soja, il y a une question de Jarny justement qui nous demande le soja, pourquoi jadis il n'y avait pas de soja, les vaches donnaient du lait et de la viande, de plus le soja n'est pas acheminé en silo, on préfère utiliser des moyens polluants, nous sommes complices de la déforestation et de la pollution. Tout cela démontre l'incohérence du système et nous sommes responsables de la mauvaise utilisation des sols. Et malheureusement, comme le dit Dominique, on succombe à l'économie politique, l'économie mondiale, au marché mondial. Bon, il n'y a rien à ajouter. Je vais juste préciser que la sobriété, ça peut aussi s'accompagner sur des réflexions technologiques. Il ne faut pas refuser le progrès. Nous, sur la ferme de l'Ensaya, la ferme de la Bousule, on va faire un essai dans 3 mois. Qu'est-ce qui peut bien remplacer le soja? Oui, il y a 50 ans, on utilisait la luzerne. C'est quand même une sacrée biotechnologie, la luzerne. Hein. Sauf que là, nous, on se dit, on veut quand même atteindre des taux de matière protéique suffisants. Qu'est-ce qu'on a? On va tester une machine qui va séparer tiges et feuilles. Les tiges, étant assez faibles, vont servir à l'alimentation classique des animaux à faible production, et nos feuilles vont être riches en protéines. On va les stocker, on va les mettre en ensilage. Et bien là, on arrive à des teneurs en matière protéique qui ne sont pas encore celles du soja, mais qui nous permettent de se passer au moins de 2/3 à 3/4 du soja. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions sur les légumineuses, mais rappelons-nous d'où vient on a signé des accords avec les États-Unis pour leur acheter du soja. C'est des accords qui datent d'il y a très longtemps. Et ça, c'est le fameux marché international qui fait que si demain, nous décidons d'être autonomes en protéines, les Américains vont nous dénoncer à l'OMC. Donc il y a aussi des questions de régulation internationale qui nous dépassent, mais on sait aujourd'hui qu'il faudrait qu'on ait 2 millions d'hectares de protéagineux sur la surface des 30 millions d'hectares en France, et avec ça, on deviendrait autonome. Donc on sait le faire d'un point de vue agronomique. Hein. Après, c'est des questions de politique. Oui, et puis c'est bon pour les phytos et tout ce qui va. Alors sur la déforestation, peut-être que Myriam peut dire 2-3 trucs. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste du soja, mais en effet, on dit que stopper la déforestation, c'est pas la peine de donner des leçons aux paysans brésiliens. Enfin, c'est surtout nos modes alimentaires à nous et nos modes de vie qu'il faut transformer, quoi. Mais après, avec toutes les conséquences que vous avez dites, c'est-à-dire que si finalement ces produits-là, moi je pense aussi à l'huile de palme dans un autre registre, hein, d'un point de vue agronomique, ils ont quand même un intérêt, quoi. Donc si on les remplace, ça veut dire aussi quelque chose. Et on revient sur ce que tu disais, Dominique, c'est-à-dire que quand on fait une hypothèse comme ça, en disant on veut ça, il faut tirer tous les fils en disant et si on fait ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire, quoi. J'ai une question sur la méthanisation. Oui ou non? Ouais. Quel intérêt la méthanisation? La productivité est plus qu'aléatoire comparativement au photovoltaïque et éolien. De plus, on subventionne une agriculture non nourricière et ceux qui font de la méthanisation ne sont pas les petits, on subventionne les gros. Bon, je vais faire simple. Je vous propose qu'on fasse une soirée sur la méthanisation. Je vais vous dire quelque chose. La méthanisation durable, ça existe. Voilà, elle existe. Mais c'est comme tout. Quand il n'y a pas de régulation, quand il n'y a pas de contrôle, vous roulez à 200 sur l'autoroute et voilà. Et donc, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat là parce que c'est trop long. Nous, à l'Ensaya, ça fait maintenant 13 ans qu'on travaille sur la méthanisation. On vous garantit qu'il existe une méthanisation durable.
Il existe même une méthanisation qui peut nous faire repenser le modèle agronomique. Mais je crois qu'on ne va pas en discuter ici, parce que bien évidemment, celle que vous observez aujourd'hui n'est pas celle dont on fait nos vœux. Et on a eu des débats assez épiques, notamment s'il y a des gens qui habitent dans le Toulois, sur le développement d'unités de méthanisation qui, de par les pratiques de gestion et tout ce que vous voulez, de par la pression foncière, de par forcément, il vaut mieux à ce moment-là arrêter la méthanisation que de ne pas la réguler, la contrôler. Là, je partage. Et encore une fois, on mettra sur le site, si Marc en est d'accord, demain, 2 tribunes. Enfin, il y en a une qui n'est pas encore publiée dans la France agricole, c'est celle que j'ai produite sur le photovoltaïque. Parce que beaucoup d'acteurs disent tout et leur contraire, n'arrivent pas à trancher. Et il appartient aux politiques de montrer des voies pour arbitrer. Sur la méthanisation, on ne peut pas se passer, il n'y a pas un modèle écolo sérieux, c'est-à-dire scientifique et cohérent, qui se passe de la méthanisation dans le mix énergétique. La question, c'est quelle est la nature des intrants dans les méthanisations, quel est leur rendement, quel est leur modèle économique, leur subventionnement, etc. Il y a une économie circulaire qui est vertueuse, et il y a 70 000 fosses à lisier de porcins et de bovins qui, en France, aujourd'hui, émettent du CO2 et du CH4, et tout le monde s'en fout. Et par contre, on crée des unités hors élevage, et on met du maïs dans les méthaniseurs. Donc on marche sur la tête. On marche sur la tête, c'est évident. Le sujet, si on pensait global, si on avait une approche globale et non pas à partir des gaziers, qu'on a dit vous mettez 20%, donc eux ils prennent les conduites de gaz, ils cherchent des clients et ils font des contrats, ils font du commerce, tout comme actuellement les opérateurs du photovoltaïque prennent les lignes, les infrastructures de transport électrique, cherchent des parcelles de 20-25 hectares et engagent des marchands pour négocier avec les paysans. Ça, c'est un désordre considérable sur le plan de la spéculation, sur le plan du désordre de l'aménagement du territoire et tout. Sur la méta, comme sur le photovoltaïque, une autre voie est possible. Elle passe par une planification, un État, une puissance publique, une région. On en parlait pendant qu'on dînait tout à l'heure, que ce soit les communautés de communes, le SCOT, la région, l'État, à la rigueur, on s'en fout. Il y a des règles simples. C'est que le photovoltaïque doit être sur des terres les moins productives possibles, et non pas les plus offrantes. Elles doivent être, à mon sens, et je le dis, ça provoque, mais elles doivent être préemptées par la puissance publique à travers un établissement public foncier ou la SAFER pour éviter tout effet spéculatif sur le marché du foncier. Sinon, c'est tous les paysans qui perdent leur modèle économique. Et elles doivent être confiées dans leurs bénéfices à l'intérêt général qui peut prendre la forme d'une chambre d'agriculture, d'une communauté de communes, peu importe, mais elles sont versées, la valeur va à l'intérêt général et non pas à des particuliers. Si on fait ça et qu'on combine de l'agrophotovoltaïsme, on peut avoir une part du nucléaire qui est évitée. Pour ceux qui sont anti-nucléaires, il y a une forme de cohérence, mais à condition qu'on le fasse de cette façon. Tout comme une méthanisation doit être régulée par des certifications, etc. Donc si vous voulez, c'est pas... Moi, ce qui est insupportable, c'est de dire qu'on veut changer le monde, on veut arrêter le fossile, on ne veut pas de nucléaire, et que chaque fois qu'il y a un méthaniseur, qu'il y a un projet de photovoltaïque, tout le monde hurle parce qu'il y a de la biodiversité, il y a une gêne, il y a ceci, il y a cela. Ça, c'est pas tenable. C'est pas responsable. Ce qui est responsable, c'est d'avoir un instrument de planification, de gestion, de décision démocratique sur des objectifs partagés et que la puissance publique s'exprime et non pas le marché, quoi. Et ça, c'est possible. Et qu'on sorte des controverses parce qu'on sera en cohérence, éclairé dans nos décisions. Donc le pas dans mon jardin et ni rien, c'est pas possible. Parce qu'on va crever de faim, on va crever de chaud, on va crever de sécheresse. Enfin, c'est pas possible, il faut bouger, quoi. Donc, et toutes les études qu'on vous a montrées ce matin nous disent qu'il y a un chemin. Il y a un chemin de transition pour l'homme, il y a un chemin de transition pour la nature. Elle suppose des conversions individuelles, mais elle suppose surtout un retour du politique comme régulateur et comme planificateur. Moi, c'est le message vraiment que je voulais passer. On évoquait tout à l'heure l'éco-anxiété, on parle aussi de solastalgie, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un vrai sujet, parce qu'on a entendu des choses difficiles encore ce soir. 6 des 9 limites planétaires ont été dépassées, c'est ça? Alors comment on fait tous ensemble pour sortir de ce sentiment d'éco-anxiété, sachant qu'il y a beaucoup de choses quand même qui reposent sur les politiques, donc on peut se sentir impuissant. Ouais, alors, vous savez, moi, j'ai 53 ans. Donc j'en suis à ma 25e promo de l'ENSAIA. Oui, c'est vrai. Alors déjà, un changement. Il y a 25 ans, il y avait 80% de garçons. Aujourd'hui, il y a 80% de filles. Non, mais c'est pas anodin. Ça change complètement la vision. La fameuse éco-anxiété, ou alors le mot savant, la solastalgie, voilà, ce fameux
Eh bien, elle est réelle. On a des jeunes aujourd'hui qui sont pris comme le lapin dans les phares et qui sont vraiment complètement bloqués. Et on en a plein. Ouais. La grande majorité, eh bien, faut avoir confiance parce qu'ils font les marches pour le climat. Ils se battent. Alors, ils sont de temps en temps un peu dans le petit geste, mais il faut attendre. Hein. Ils sont en train de faire changer les choses. Et je vous promets que, en tout cas, dans notre secteur qui nous concerne, la forêt, l'alimentation, l'agronomie, les jeunes qui arrivent sont très bien formés et ont tous ces enjeux en tête. Alors, bien évidemment, il va aussi falloir faire la place, parce qu'on va dire que les quinquas, dont je fais partie, on tient un peu de place et on n'est pas forcément tous très sensibles à ces sujets. Donc, soyons... moi, tous les matins, j'ai mon énergie par ces jeunes. Parce que je pense que les jeunes sont sensibilisés mais très tôt à ces Mais questions. vous donc inquiétez ça fait pas, beaucoup, quoi. il n'y a rien à dire. Après, quand il faut qu'ils arbitrent eux-mêmes dans leur comportement, c'est pas aussi simple. Hein. Ils sont aussi tous comme les autres, quoi. Écoutez, ouais, mais moi je suis très optimiste. D'ailleurs, si on n'était pas optimiste, on serait pas ici. Hein. Hein, et puis vous seriez pas ici non plus. Donc moi, je suis très très optimiste. Bon, le combat n'est pas gagné parce que, comme disait, il y a des intérêts qui n'ont pas forcément envie que les choses changent. Et ça, je pense que c'est ça aussi qui va être difficile. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot, Myriam et Dominique? Non, moi je partage ce que tu dis sur les jeunes. Après, je reconnais quand même que je trouve que la vie n'est pas facile pour eux. Hein. Donc, voilà. Mais ce serait quand même la première fois, je pense, dans l'histoire de l'humanité qu'on baisserait les bras. Donc, moi, rien que pour mes arrière-grands-pères et grands-mères et ceux qui les ont précédés, je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas relever les défis. Voilà. Merci Myriam. Et Dominique? Oui, c'est beau d'évoquer nos grands-parents, donc l'esprit de résistance, celles qui ont dépassé, qui ont fondé les Jours Heureux, qui ont fondé l'après-guerre, avec cette promesse d'une république, d'une productivité. On est au défi maintenant de nouveaux défis, celle de la paix, qui nous sont rappelés tragiquement, et puis ceux de l'écologie et de la survie de notre humanité. Moi, je connais bien cette génération des jeunes parce que c'est celle de nos enfants, et puis et moi, je les regarde avec beaucoup d'admiration. Énormément d'admiration pour leur engagement. J'ai eu l'honneur d'être parrain d'une promotion de l'ENSAIA. Et au moment de la remise de diplôme, j'ai jeté un peu un froid. J'espère que ce ne sera pas le cas ce soir. Je leur ai dit, vous êtes une génération colibri. Le colibri, c'est formidable, les petits pas, etc. Mais attention, vous êtes dans une forme de fiction libérale, de penser que le changement de comportement de chacun, consommateur, acteur, producteur, va suffire à changer le monde. Vous passeriez à côté du besoin extraordinaire d'une puissance publique, d'un nouveau multilatéralisme, de nouvelles régulations à l'échelle internationale. C'est évident. Et ça, il passe, c'est la première question qu'on a eue et on boucle là-dessus, il passe par l'action politique. Donc je leur disais, vous êtes colibri, mais la République ne vous a pas offert 5 ans d'une des meilleures écoles, j'ai dit à Gros-ParisTech il n'y a pas longtemps à Paris, ils sont au salon, ils n'ont pas aimé, des meilleures écoles d'ingénieurs de l'histoire, de l'humus, de l'humanité, de Nancy, autour de l'alimentation et de la science des sols, avec l'école de la forêt, etc. On doit être très fiers à Nancy de ses traditions humanistes et autour de la nature, de l'école de Nancy, au fond, de l'école de Nancy, nature et humanisme. On ne vous a pas offert 5 ans d'études pour que vous deveniez des colibris. On attend de vous que vous deveniez des Pisani. Vous devez être des refondateurs des nouvelles régulations, des nouvelles justices, des nouveaux marchés, des nouvelles organisations de marché, fondateurs des nouvelles coopératives, de l'économie sociale, des régulations, des planifications, de l'organisation du foncier, des sols, du partage entre l'énergie et l'alimentation. C'est ça qu'on attend de vous. On attend de vous d'être des justiciers. Alors on a besoin de Pisani. Et puis ce soir, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont sous les bombes, résistent et s'engagent, on a besoin de Schuman pour préparer la paix dans un esprit de résistance et de prophétie. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dominique Potier, merci Myriam Fournier, merci Yves Leroux. Alors on rappelle que cette rencontre était enregistrée, vous la retrouvez normalement sur la page Facebook prochainement du domaine de l'année, de l'espace ADA. On a donné différentes informations, vous parliez d'un MOOC sur la biodiversité notamment, si vous pouvez nous passer le lien, on le partagera, et puis tous les liens que vous voulez nous partager, on les communiquera. Demain d'ici midi, hein, ça va, il faut attendre un petit peu.
Et la prochaine conférence, ça se passera le mardi 5 avril. Notez-le, toujours à 20h30. Le thème, ce sera Fin de vie en République. Fin de vie en République, c'est Erwan Le Moredec, avocat essayiste, voilà, qui vient de sortir un livre sur le sujet de la fin de vie. Et puis, si vous souhaitez recevoir des annonces de conférences, vous pouvez aussi laisser votre adresse email à la sortie. Et puis, ces rencontres qui sont gratuites représentent quand même un certain coût pour l'Espace ADA qui les organise, notamment la location de la salle. Donc, si vous voulez faire un don entre 5 et 10 euros à la sortie, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas, ce sera très utile. Bonne soirée à tous.